Coucou tout le monde, c'est Capet, je suis en compagnie de Lilian, donc Lilian qui bosse pour Cryptost. Aujourd'hui, c'est la concurrence qui s'entrechoque. Non, je déconne. On va être entre collègues et on va parler fondamentaux. On a décidé de se focus pour cette émission, pas principalement, mais quand même beaucoup sur Eigenlayer parce qu'au moment où on tourne ce petit live, il y a eu pas mal de FUD à cause d'un protocole de liquid restaking basé sur Eigenlayer qui a fait stresser des gens et qui a des pegs en fait, si on peut dire, et qui a repeg depuis d'ailleurs. Donc on va vous expliquer tout ça parce que Eigenlayer, c'est un des protocoles dont vous allez le plus entendre parler. Il y a des risques évidemment, mais il y a aussi plein de choses intéressantes. Et donc le but, c'est d'avoir une vision un peu macro des risques et des choses intéressantes, puisque comme vous, on digère le sujet au fur et à mesure du temps. On ne parlera pas que d'Eigenlayer, on parlera aussi de Bitcoin. On a eu le halving Bitcoin le 20 avril. Au moment où on tourne ce live, on est le 24, ça fait 4 jours. En même temps, on a eu une nouvelle classification de jetons, enfin un nouveau type de standard de jetons qui est sorti qui s'appelle les runes, qui était très attendu. Ça générait beaucoup de frais sur Bitcoin et ça a aussi créé plein de jetons à la con. Donc on prendra le temps d'en discuter, justement, de parler des meme coins, etc. Et puis si vous avez des questions, le but c'est pas de vous faire un live magistral, le but c'est qu'on interagisse avec vous. Comment tu vas, Lilian, de ton côté? Écoute, ça va très très bien. D'abord, merci pour l'invite, franchement. Ça fait plaisir. Ça fait un moment de toute manière qu'on On en disait parle. ensemble qu'on voulait qu'on se fasse un petit live, un petit truc ensemble pour parler fonda. Donc ça y est, enfin. Donc merci pour l'invite. Salut à tous dans le chat. Et puis yes, bonne présentation. On va voir tout ça ensemble aujourd'hui. Et ouais, ça va. Écoute, je rentre aussi de Dubaï, de Token 2049. Event assez sympa. Donc je me remets Assez tranquillement aussi sympa ou de très cet event. sympa? Non, c'est assez sympa, c'est une manière gentille de dire assez exceptionnel. Je sais Ok, pas si tu as eu l'occasion aussi d'en discuter avec pas Léo, encore. Picsou Non. et toute l'équipe. Je sais qu'il y avait une partie de l'équipe de Coin Academy qui était là-bas, parce que je les ai vus Mm. là-bas. Mais ouais, franchement, pour en toucher deux mots, événement complètement exceptionnel. Non pas que tous les events français type PBW ou même THCC ne soient pas des events fous, hein, c'est déjà le cas. Mais là, c'est encore une step au-dessus. C'est pas Ouais. pour rien qu'on parle du plus gros événement crypto au monde. L'organisation était dingue, les invités étaient dingues, Ok. et le lieu aussi était complètement fou. Et donc, pendant 2 jours, c'est vraiment la possibilité, en un claquement de doigts, d'aller discuter avec n'importe quel porteur de projet, des CEO, des grosses boîtes. Je me suis même fait marcher sur le pied par Justin Sun, donc pour te dire à quel point ouais, Ah il se ouais, fait au marcher sur Crypto le Fight pied. Night ou Pas du tout, pas du tout. pas du Genre, tout? il sort d'une conférence, il avance vraiment à pleine balle. Je suis en train de chercher quelqu'un à fond dans la salle, et j'ai failli vraiment me taper avec lui. Il marche sur le pied. Enfin, quand je dis me taper, c'est le bousculer. Il marche dessus. Il me regarde, je me dis, sa tête, elle me dit quelque chose, mais sur le moment, je réalise pas trop qui c'est. Et je vois derrière, il y a 4 Golgoths qui me regardent en mode gros, tu vas bouger tout de suite d'ici. Ouais. Donc Ah j'ai ouais, dit, ok. il avait une sécurité privée quand même, ouais. Mais il y avait 15 000 personnes qui le suivaient pour prendre des photos. Il était entouré de sécurité. Et moi, je me suis retrouvé au milieu de ça. Concrètement, il a failli me. Ouais, je me suis vraiment très vite dit, ok, tu vas bouger de là et tu vas rien demander. Donc, Ouais. je me suis excusé qu'il m'ait marché sur les pieds. Voilà. Ouais. Alors pour ceux qui savent pas, Justin Sun, c'est le créateur de la blockchain Tron, qui est une chaîne qui a fait circuler beaucoup d'USDT. Mais derrière ça, Justin Sun, c'est un Chinois, on peut dire que il fait partie de la bourgeoisie chinoise. C'est quelqu'un qui a créé une ICO 24 heures avant l'interdiction des ICO en Chine. Bizarre. Puis qui s'est ensuite cassé aux States et dans d'autres États et qui se fait rattraper de partout. Donc c'est quelqu'un. Alors, C'est vraiment quelqu'un. il y a un autre truc, une autre anecdote. Warren Buffett, Justin Sun, c'est aussi un lien avec Warren Buffett. Je sais pas Ouais. si tu savais que Warren Buffett met aux enchères un repas par an avec quelqu'un. Donc ça se paye très cher, hein. Et Justin Sun, en 2019, il avait remporté l'œuvre pour quasiment 5 millions de dollars, le Je m'en droit souviens. d'obtenir un repas privilégié avec Warren Buffett. Et il n'y était pas allé. Et il n'y Il était pas allé, l'avait- ouais. Ouais, alors là vraiment, c'est là que tu te rends compte, voilà, le Tchad. Bon, Justin Sun, c'est quand même un mec qui a plein de casseroles. De toute façon, on va pas en parler, mais c'est pas forcément c'est quelqu'un de très clivant, ça c'est sûr. Mais voilà. Ok, donc pour toi, Token 2049, c'est l'event le plus gros au monde. Enfin, c'est ce qui se dit en tout cas dans l'écosystème. C'est ce qui se dit dans l'écosystème et j'ai compris pourquoi. Je te dis, orga, présence de personnalités assez importantes, facilité d'accès, très bien organisé. Franchement, tout était fait pour que ceux qui étaient présents sur place rentabilisent leur billet
du networking et tout. Ça, vraiment, c'était orienté business. Voilà, c'était vraiment tout fait pour et ils ont réussi là-dessus. Ok, donc si tu es juste un investisseur, à part si tu es un grand investisseur, c'est peut-être pas the place to be, c'est plutôt pour les gens de l'écosystème selon toi? Ah ouais, non, clairement, pour les débutants ou pour les investisseurs, même des investisseurs expérimentés, mais entre guillemets lambda, oui, ça sert à rien. Là, c'est vraiment très orienté business. Ok. Eh ben écoute, on a une Et première question qui est bien. Termine ce que tu disais, c'est juste qu'on va ouais, enchaîner sur non, 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 Eigenlayer. bah, c'est intéressant parce que j'allais justement enchaîner là-dessus. Tu l'as dit, on va parler d'Egenlayer. Mais ouais, cette question, elle est intéressante. Non, pas du tout. La réponse pour moi, non, pas du tout. La question concrètement de la personne, c'est est-ce que quand Eigenlayer va enfin lancer son token, vraisemblablement c'est ça, les protocoles comme EtherFi vont se faire écraser? Non, parce que concrètement, il faut voir un truc. Sur Ethereum, vous pouvez staker vos Ethers, Nativement. d'accord, nativement. Et puis vous pouvez vous dire, bah, j'ai besoin de liquid staking, c'est-à-dire je veux mettre mes Ethers en staking, mais en même temps, je me dis que j'ai quand même envie de garder la main sur ces Ethers pour aller, je sais pas, faire quoi que ce soit en DeFi. Eh bien, vous allez pouvoir les placer dans Lido Finance, par exemple, pour faire du liquid staking. Ok, vous avez ces deux options-là. Mais c'est pas parce qu'il y a eu The Merge qui est arrivé il y a 2 ans que Lido Finance s'est effondré. Ok, et ben c'est pareil pour le restaking. Vous avez Gunlayer qui permet de faire du restaking en natif, donc de prendre vos Ethers et d'aller les replacer ailleurs. On reviendra un peu sur ce qu'est Gunlayer, je pense. On va tout Et vous avez expliquer, ouais. des protocoles comme EtherFi qui permettent de faire du liquid restaking, c'est-à-dire de faire du restaking sur Gunlayer, mais de prendre ce token que vous avez restaké et d'aller le mettre ailleurs. Et d'aller l'utiliser en DeFi, notamment en collatéral et ainsi de suite. Donc non, il y a pas de souci. Et le restaking, on va y revenir parce que je vois qu'il y a des gens qui posent la question. Les Ethers, ils vont où quand on les stack? Bah, ça dépend en fait. Il y en a qui vont simplement les déposer sur des validateurs et faire du staking et vous donner un jeton de liquid restaking. Donc en fait, vous donnez une reconnaissance de dette finalement. Donc tant qu'il y a cette confiance entre le protocole de liquid restaking et l'utilisateur, eh bien le prix est maintenu. Comment on maintient cette confiance? Et c'est justement le sujet d'aujourd'hui. C'est parce qu'on sait qu'à tout moment, on va pouvoir rendre cette reconnaissance de dette, donc vendre ce jeton de liquid restaking pour récupérer des Ethers sur le principe. Et ce qui s'est passé justement aujourd'hui, c'est qu'un des plus gros protocoles de liquid restaking, qui n'a pas encore sorti son jeton, mais qui incite grandement les gens à déposer chez lui pour collecter des points et donc profiter d'un airdrop, eh bien, ne propose pas encore cette fonctionnalité de conversion. C'est-à-dire que quand tu déposes les fonds chez eux, tu obtiens un jeton liquid restaking qui s'appelle Easy ETH, mais tu n'as pas la possibilité de rendre ton Easy ETH pour récupérer des Ethers. Donc pour le moment, tu as un sens, mais tu n'as pas l'autre. Ce qui fait que, bon, sur le principe, tu vas pouvoir à un moment donné, quand ça sortira, récupérer ce jeton, mais pour le moment, tu ne peux pas. Donc ça crée la panique, tout simplement. Parce qu'ils ont annoncé des nouvelles concernant leur airdrop. Alors je vous avoue que là-dessus, je n'ai pas regardé en détail, mais visiblement, ça a déçu. Ouais, en fait, ça, on pourra l'expliquer si tu veux. Enfin, j'ai une explication assez logique pour les personnes, mais je pense qu'avant ça, ce serait peut-être bien de juste faire un petit rappel du restaking, parce que je vois qu'il y en a qui se posent la question, et de toute manière, ça reste un truc qui est ultra nouveau, donc c'est toujours intéressant de se reposer, de reposer les bases si tu veux. Tu veux que j'en touche deux mots? Je commence sur qu'est-ce que le restaking et je te laisse la main. Alors déjà, dans staking, il n'y a pas de C. Si jamais, beaucoup de gens font la faute. C'est pas pour te juger ou quoi, Wayland, c'est que beaucoup de gens font la faute. C'est restake, enfin stake, S-T-A-I-N-G. Donc le restaking, c'est remettre en jeu. Tu fais l'erreur au moment où t'expliques en plus. De quoi, pardon? T'as dit Q, c'est K en plus. K, pardon, K. Donc le remettre en jeu. Pourquoi? Parce que quand tu sécurises un système en proof of stake type Ethereum, etc., tu le sécurises sur un pacte où tu dis, moi je mets en jeu mon fric, donc j'ai pas d'intérêt à foutre le bordel sur ton réseau parce que si je fous le bordel sur le réseau, je peux perdre une partie ou la totalité de mon fric. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est le staking. Dans le cas d'Ether, ça te sert à sécuriser le réseau, valider les blocs. Et donc, pour te remercier de cette prise de risque, tu viens récupérer des frais de transaction et tu viens récupérer des nouveaux Ethers qui ont été générés. Donc, l'inflation d'Ether. Donc là, je reste vraiment sur Ether. Le principe du restaking, c'est de remettre en jeu. C'est-à-dire que, en fait, au lieu de mettre en jeu pour sécuriser Ether, bah là, tu vas mettre en jeu, dans le cas des Gunlayers, des Ethers, mais pour sécuriser autre chose. Ton intérêt, c'est quoi? Bah, c'est potentiellement de faire plus de fric ou de sécuriser un système annexe. Et l'intérêt, c'est quoi? C'est que
Ether aujourd'hui, c'est la deuxième plus grosse crypto-monnaie du monde. Donc, si tu veux, c'est pas un jeton qui va partir à la poubelle dès que la hype va passer. Il a commencé à faire ses preuves. C'est pas l'or, c'est pas Bitcoin, mais ça reste quand même un actif relativement puissant. Et donc, on a vu beaucoup de projets qui se sont amusés à sortir avec des nouvelles fonctionnalités, nous dire bon bah voilà, moi je vais faire un produit financier, je vais faire je sais pas un produit technique comme une base de données décentralisée, peu importe. Et à chaque fois, ces projets, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils sortaient un nouveau jeton. Sauf que ce nouveau jeton, bah, le temps qu'il rentre dans l'esprit des gens, qu'il soit listé partout, qu'il serve à la DeFi, etc., bah, il est très volatile en fait. Donc très souvent, ces jetons, ils tiennent pas un cycle. Ça marche le temps d'un cycle et ils partent à la poubelle. Donc le principe, justement, ici, c'est de se dire, bon, bah moi, j'ai bien envie de sortir un jeton, mais j'ai pas envie que mon jeton serve spécifiquement à sécuriser un réseau. Il peut servir à la gouvernance, il peut servir à payer des trucs, mais je veux pas que ce soit le jeton qui serve à la sécurité. Et c'est là qu'EigenLayer et l'Ether rentrent en jeu, puisque on est sur un jeton qui est beaucoup plus solide économiquement. Donc pour moi, le risk-taking, c'est ça. Ouais. Je rajouterais un petit truc, en fait, c'est tout à fait vrai tout ce que tu as dit. Il faut voir en fait EigenLayer comme aussi une place de marché. Euh, Ouais. L'idée, c'est que, bah, tu vois, tu prends l'exemple des roll-up. Les roll-up, elles vont utiliser la blockchain Ethereum comme manière de stocker leurs données. Et ensuite, elles vont dire, bah, nous, on va être une couche d'exécution sur laquelle on va faire des opérations. OK? Donc, il y a déjà un peu cette séparation des choses. Mais Mm. EigenLayer, c'est une couche qui va se mettre entre les deux, qui va dire, OK, bah, nous, on va prendre, en fait, on va s'intercaler entre la blockchain Ethereum et entre soit les roll-up, soit les applications décentralisées, soit les bridges, soit les oracles, en fait, tous les protocoles qui vont nécessiter d'avoir du staking. Parce que comme l'expliquait très bien Capet, en fait, aujourd'hui, moi, j'ai envie d'aller staker, je vais aller staker sur Ethereum, il y a 25% des Ethers qui sont stakés sur le réseau, ça brasse énormément, ça capture énormément de liquidités, mais derrière, bah, c'est compliqué d'aller trouver d'autres liquidités. C'est-à-dire que vous lancez un projet, comment vous faites pour trouver des liquidités? Soit vous mettez une inflation énorme sur votre token, vous allez attirer plein de gens, mais au bout d'un an, il est foutu votre token. Bah, soit justement, il faut trouver une autre solution. Et donc, EigenLayer, c'est une espèce de marketplace, comme on voit justement à l'écran. En fait, on va dire, OK, bah, on va prendre vos Ethers qui sont stakés et on va aller les replacer finalement derrière ailleurs. C'est-à-dire qu'on sait qu'ils sont stakés sur Ethereum, ils sont là, d'accord, il y a de la valeur qui est sécurisée, qui est bloquée là-dedans. Et vous allez pouvoir la réutiliser aussi dans d'autres produits qu'on appelle des AVS. C'est quoi? Actively Validated Service. Donc en fait, ce sont tout un tas de protocoles qui ont besoin qu'il y ait des gens qui viennent placer en staking des actifs dedans. Et donc, comme je le disais, bah, ça va être des layers 2, ça va être des bridges, des oracles. Tout ça, en fait, ça a besoin d'avoir des tokens qui viennent pour les sécuriser. Et donc la force du truc, c'est que rapidement, en fait, avec tout ce qu'il y a déjà placé en staking sur Ethereum, vous avez énormément de possibilités, on va dire, pour aller sécuriser tout cet écosystème d'Ethereum. Donc c'est ça l'idée d'EigenLayer, et c'est pour ça que c'est aussi ultra intéressant, c'est qu'en fait, vous allez faciliter le développement de l'écosystème Ethereum en le sécurisant encore plus. C'est ça. Donc en fait, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'EigenLayer n'a pas encore de jeton. Il en aura un très probablement. On n'a pas tous les détails, mais on s'imagine à minima gouvernance et peut-être paiement pour sa marketplace, en toute logique. Le nombre de jetons qui se placent sur EigenLayer ne fait que augmenter. On est aujourd'hui sur une TVL de 15 milliards. Alors Lido, je ne sais pas ce que ça donne, mais on va comparer. Ouais, Lido, ça va être 23, quoi, je crois. 50? 29. Quoi? Ouais, 30. 29, tu vois. 29? Ok. Ouais, 29. D'ailleurs, ok, on a carrément 29. un historique de ce qui s'est passé. Je ne savais pas ça. Ah, c'est marrant. rigolo. Je ne connaissais pas. En tout cas, petit à petit, EigenLayer prend en place. Et donc, pour ceux que ça intéresse, parce qu'on l'a découvert tout à l'heure hein, avec Lilian, quand vous êtes sur le site d'EigenLayer, vous allez dans l'écosystème Project Directory, vous scrollez, et là, vous aurez tout. Moi, je vous invite à décocher Operator pour ne mettre en évidence que les AVS et les roll-up. Donc, comme il l'a dit, les AVS, c'est des sortes de services. Ça peut être toutes sortes de services. Hein. Des séquenceurs décentralisés, des bridges, des protocoles pour permettre de l'interopérabilité sans vraiment parler de bridge, des coprocesseurs ZK. Là, AltLayer, en l'occurrence, c'est pour faciliter des transactions plus rapides sur des roll-up. Même chose pour NIR. Bref, En fait, toutes sortes de ouais, services. pour résumer, c'est tout simplement des
systèmes qui ont besoin d'emprunter la sécurité économique d'Ethereum. La sécurité économique d'Ethereum, Ouais, c'est c'est ça. le staking. Bah, c'est tous ceux qui ont besoin d'emprunter cette sécurité. Évidemment, si vous avez un protocole où vous n'avez pas de mécanisme de proof of stake, par exemple, où vous n'avez pas besoin de staker, de validateur, etc., bah, ça ne sert à rien, bien sûr. Prenons un exemple, Uniswap. Je m'avance peut-être beaucoup, mais Uniswap n'aurait pas besoin d'être un AVS sur EigenLayer parce qu'ils n'ont pas besoin d'avoir des gens qui viennent sécuriser son fonctionnement. En revanche, Chainlink, un oracle comme ça, bah, ça en a besoin. Un bridge en a besoin. Donc, voilà. D'ailleurs, il y a dedans, je ne vois pas e-Oracle, mais il y a un oracle sécurisé par EigenLayer qui existe. Je crois que c'est e-Oracle. Voilà. Donc, un Théoriquement, il y a. concurrent de Chainlink. Ouais. Concurrent de Chainlink, mais avec la sécurité d'Ethereum. Donc après, ce qui fera la différence, c'est que Chainlink, ils bossent déjà avec tout le monde, qu'ils ont une API beaucoup plus complète. Mais voilà, il y a des projets qui se construisent. Et donc, l'intérêt de ces projets, c'est quoi? C'est potentiellement de sortir un jeton pour exister. Donc, on verra après si ça prend, mais je trouve ça extrêmement intéressant. Et donc, du côté des roll-ups, vous voyez, on a toutes sortes de roll-ups. Alors, soit on a alors, 2 secondes, parce que je vais zoomer. Soit on a ce qu'on appelle des roll-up as a service. En fait, c'est des plateformes où tu vas pouvoir émettre un roll-up customisé. Dire, par exemple, je suis basé sur la tech de Starknet ou celle de Polygon ou peu importe. Ensuite, pour la sécurité, je veux un réseau de séquenceurs. Ce même réseau de séquenceurs lui-même, il peut être basé sur EigenLayer aussi. Si je veux des transactions un petit peu plus rapides, on l'a vu tout à l'heure dans les AVS, on a les AVS de NIR Protocol et la technologie MAC de Altlayer qui le permet. C'est-à-dire que si par exemple les transactions sont assez lentes par défaut sur un roll-up, elles peuvent être accélérées avec des services de type AVS où on dit voilà, dans un temps 1, je pré-valide ta transaction. Donc ça passe sur un système où il y a la sécurité économique d'Ethereum et après, dans un second temps, je passe sur ma sécurité à moi. Enfin, tu peux faire des systèmes un peu hybrides comme ça. On voit aussi du coup des nouvelles typologies de roll-up. Alors Layer N, on en a entendu parler plusieurs fois. Je regarde ça avec beaucoup d'attention parce que c'est très prétentieux. Fait penser un peu à Saga, où en fait, pareil, tu vas pouvoir émettre des roll-up à la volée avec des block time de 50 millisecondes, donc des trucs extrêmement rapides, des machines virtuelles custom, etc. On a Movement, donc là, c'est avoir la machine virtuelle de Sui, Aptos, etc. en move, backé par la sécurité des GunLayer. Polymer, là, on a le Cosmos SDK dessus. Donc, l'idée, ce serait d'avoir un roll-up Ethereum qui intègre IBC pour avoir une interconnexion entre l'écosystème Cosmos et l'écosystème des roll-up Ethereum via Polymer. Et là, Versatus, c'est mon nouveau chouchou que j'ai découvert tout à l'heure. Alors là, c'est un truc un petit peu particulier. L'idée ici, c'est de reprendre un petit peu tous les composants d'une application web. Donc là, dans cet exemple, ce serait ce qu'on appelle un DEX. Donc une plateforme où vous allez pouvoir swapper des jetons ou alors mieux, vous allez pouvoir trader avec carnet d'ordre. Parce qu'aujourd'hui, on parle de DEX, donc décentralisés, mais ils ne sont jamais totalement décentralisés en termes de composants. Le site web, il est centralisé, c'est un nom de domaine. Souvent, il y a des données qui sont hébergées sur des composants Amazon, etc., etc. Donc, il y a différents composants centralisés mélangés à d'autres composants décentralisés et c'est marketé comme décentralisé. Et donc, ce qu'ils expliquent, c'est que dans le cas d'Uniswap, par exemple, le régulateur se permet d'attaquer Uniswap parce que ce n'est pas totalement décentralisé. Et donc, eux, ce qu'ils veulent proposer, c'est des équivalents des composants qu'on connaît déjà, sauf qu'on va les refaire de manière décentralisée et chacun de ces composants serait sécurisé par la sécurité économique d'Ether via EigenLayer. Donc, moi, j'ai lu ça, je dis franchement, sur le papier, c'est sympa. Après, pour ceux qui nous écoutent, il faut savoir que dans l'écosystème des crypto-monnaies, il y a plein de choses qui sont très sympas sur le papier, mais il y a très souvent un vrai décalage entre la promesse et la réalité. C'est-à-dire que moi aussi, je peux vous faire un grand dessin et vous dire comment je vais mettre par terre Google parce que je sais mieux faire les choses que Google. Mais après, il faut prendre les lignes de code. Donc, il faut l'expertise, il faut la sécurité, évidemment, et il faut pouvoir payer les gens aussi. Donc, voilà. Promesse versus réalité, il y a un vrai décalage. Mais en tout cas, c'est intéressant. Ok. Juste, je voyais des questions rapidement. J'y réponds juste. Quelqu'un qui dit, est-ce que c'est bénéfique pour les AVS, mais est-ce que c'est bénéfique pour Ethereum? Oui, dans plusieurs points. De un, parce que en soi, que ça existe ou que ça n'existe pas, ça change rien pour Ethereum. Ok, enfin juste, ça rajoute pas de risque pour Ethereum en lui-même. Bon, enfin pas vraisemblablement non. Ensuite, ça apporte quelque chose, c'est que s'il n'y a pas de risk-taking,
bah, vous allez éclater les liquidités entre plein de protocoles. Moi, je vais me dire, OK, je vais sortir mes Ethers qui sont en staking sur Ethereum et je vais aller les placer sur tel ou tel protocole parce que je préférerais aller là-dessus. Et donc, finalement, Ethereum, il perd en sécurité. Donc là, vous gardez les fonds sur Ethereum et vous allez pouvoir les placer ailleurs. Et ensuite, vous allez faciliter le développement de tout un tas de protocoles qui vont bénéficier à l'écosystème d'Ethereum. Et ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que ça va aider Ethereum à mieux se développer. Donc, c'est bénéfique pour les deux. Ensuite, il y avait une question sur la sécurité économique d'Ethereum. OK, ça marche sur le POS. Et qu'est-ce qu'il y a derrière le POS? Proof of stake. Qu'est-ce qu'il y a derrière le POS? Des Ethers. Qu'est-ce qu'il y a derrière le POS? Des Ethers. Des Ethers qui sont bloqués. Après, il y avait une question de la valeur. L'algorithme, il fonctionne. Enfin, juste pour terminer sur cette question-là, je ne sais pas si c'était ça la question, mais globalement, le principe du proof of work, vous savez ce que c'est? C'est des gens qui vont mettre de la puissance de calcul pour sécuriser, pour faire fonctionner les transactions. OK, bon, très bien. Plus il y a de personnes qui sont dessus, plus il y a une difficulté de minage, etc., plus il y a de la sécurité. Bon, j'ai fait très, très grossièrement. Pour le staking, c'est quoi? C'est plus il y a d'actifs, plus un gros pourcentage des actifs, donc des Ethers qui sont bloqués dans le réseau pour son fonctionnement, plus il est sécurisé, plus c'est compliqué de mobiliser un grand nombre d'Ethers. En gros, là, si vous voulez, je vais faire très bref, mais si cet extrait sort et que quelqu'un me le prend, on va me dire que je dis une bêtise, mais pour faire très simple, il faut se dire que là, aujourd'hui, il y a 25% des Ethers qui sont stakés. Il faut mobiliser 25% des Ethers, les équivalents finalement en dollars, pour pouvoir attaquer le réseau, concrètement. C'est un peu un truc donc comme 100 milliards de dollars. Voilà. Donc, à peu près. Plus il y a d'Ethers qui sont bloqués, plus c'est sécurisé. Voilà. Ensuite, il y avait une autre question sur l'algorithme. Comment est-ce qu'il fonctionne? En fait, comment est-ce qu'il fonctionne? On vous l'a dit, il y a EigenLayer, d'accord, qui va dire, OK, vous êtes sur une marketplace qui est EigenLayer et qui va vous dire, vous avez, comme le montrait Capet tout à l'heure à l'écran, plein d'AVS. Donc, vous avez le choix entre tous les AVS. Très bien. Et quand vous avez cliqué sur un AVS, tu peux le faire en direct si tu veux. Normalement, vas-y, prends-en un au hasard, Altlayer, Espresso. Ou Espresso. Altlayer, vas-y, ouais. Normalement, quand vous allez là-dessus, OK, j'avais pas ce truc-là. Tu voulais voir quoi? Vas-y, reviens sur EigenLayer. T'as pas. Ah, mais t'es sur le. OK, t'es là-dessus. Ouais, tu voulais voir quoi? Va sur Tu voulais voir la doc? Va sur Restake, voir. T'as pas connecté ton wallet? T'as pas. Non, j'ai pas de wallet connecté, non. Bon, tant mieux. Va sur Restake, va sur AVS en haut à droite. Donc là, c'est voilà. Et disons, choisissons un d'entre eux. Celui sur lequel tu as envie de restaker théoriquement. OK, tu descends. Et là, en fait, hop, qu'est-ce que tu vois? Tu vois qu'il y a des opérateurs. Et ça, on n'en a pas parlé. C'est les nœuds opérateurs. C'est ceux qui vont opérer des nœuds sur EigenLayer. Puisqu'EigenLayer, il y a des nœuds dessus. Et en fait, dans ces nœuds opérateurs, vous avez des projets que vous connaissez. Vous avez Meria, vous avez Node Guardians, vous avez Kiln, etc. Et en fait, vous allez dire, OK, j'utilise EigenLayer, je veux aller restaker sur, alors là, je ne sais pas lequel des AVS tu as choisi, mais peu importe, vous choisissez votre AVS, et ensuite, vous choisissez le node opérateur. Et donc non, c'est pas aléatoire sur comment ça se passe, en fonction de vos bagues ou quoi que ce soit, c'est juste vous qui choisissez d'aller, entre guillemets, déléguer à un opérateur de nœud, celui de votre choix. En gros, c'est comme ça. T'as vu, il y a Monad, hein. Donc, regarde, tu vois, alors ça, c'est intéressant, je le découvre avec vous. Mais c'est vrai que tu te dis, un alt layer 1 qui fait de la parallélisation de l'EVM, il y a un monde où Monad, en fait, base aussi sa sécurité, peut-être même son consensus, en partie sur ça, tu vois. Et de toute manière, c'est la tendance dans laquelle on va aller. Hein. C'est pour les blockchains qui sont modulaires, c'est d'aller de plus en plus vers la modularité. Et Monad, en fait, c'est compliqué parce que je ne me suis pas assez penché dessus. Je sais que c'est ultra intéressant et il y a plein de petites annonces comme ça qui te laissent à penser, qui vont faire plein de trucs de ce genre-là. Pour l'instant, il n'y a rien de concret, mais j'ai hâte vraiment de voir ce que ça va donner. En fait, ce qu'il faut comprendre, Monad, tu vois, c'est que tout à l'heure, quand je vous montrais ça, on va aller sur les roll-up. Ici, on a des machines virtuelles différentes. Donc, soit c'est de l'EVM, soit c'est du Move, soit c'est mi-Cosmos, mi-EVM, soit on a des trucs custom. C'est intéressant, je ne vois pas encore de machine virtuelle basée sur Solana, mais de mémoire, j'en ai une, elle s'appelle, je crois, Yoma ou Iona, je sais pas, je ne l'ai pas comme ça. Mais tu as toutes sortes de machines virtuelles. Alors, la guerre de la machine virtuelle, c'est quoi? C'est de te proposer en fait des performances, de la sécurité. Et donc, aujourd'hui, les machines virtuelles les plus performantes qu'on a, c'est notamment celle de Solana, c'est basé sur du Rust. Soi-disant, la machine virtuelle Move, utilisée par Sui Aptos aussi.
J'ai pas eu l'occasion de plus tester ces écosystèmes, mais ils ont l'air d'être nettement supérieurs à l'EVM. Et donc, ce que propose Monad, notamment, si on retourne dessus, c'est de rester sur l'EVM. C'est-à-dire que n'importe quelle application sur Ethereum, elle fonctionnerait sur Monad. Le problème, c'est que Ethereum, aujourd'hui, n'est pas designé pour paralléliser les transactions. C'est-à-dire qu'on est sur une chaîne de blocs où on gère un bloc, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Alors que sur Monad, on va pouvoir traiter des blocs en parallèle, comme le fait Solana. À la différence ici que ça reste sur la machine virtuelle d'Ethereum. Donc, il y a un monde où en fait Monad pourrait être à la fois un layer 1 alternatif et peut-être même un layer 2 d'Ethereum. Ça me semblerait parfaitement évident. Bah ouais, on verra. J'avoue que là-dessus, j'en sais rien parce que c'est EVM compatible, certes. Ouais, j'avoue que faudrait que je regarde. En fait, Je sais pas trop. pour donner un petit peu de matière, si tu veux, en fait, le game, c'est quoi? Le game, c'est de se dire, si Ether fait tant de transactions par seconde, c'est parce qu'il y a différents points de blocage. Ouais. Donc, ça peut être le consensus, tu vois. Donc là, le consensus, c'est Monad BFT, donc il retape le consensus. Ensuite, tu as la gestion des transactions. Mais ensuite, tu as aussi le modèle de base de données. Donc, tu vois, Monad DB, c'est un modèle de base de données qui a été customisé explicitement pour des opérations, des mines de NFT, enfin tout ce qu'on a l'habitude de voir sur la blockchain en fait. Donc c'est ça le principe. Et comme pour Solana, et bah aussi d'imposer du hardware pour faire fonctionner ces nœuds qui sont quand même nettement supérieurs à des petits ordinateurs ou des Raspberry Pi comme on l'a sur Ethereum. Donc voilà, on identifie tous les points de blocage et on essaie de pousser la barrière beaucoup plus haut. Donc pour moi, Monad, c'est un Solana EVM en fait. Ouais, voilà, c'est limite ce que j'allais dire en écoutant ce que tu dis. J'allais dire, on dirait que tu me décris un Solana EVM. C'est ça. Ouais, j'irai voir. J'ai pas assez creusé Monad, pour être honnête. Ces networks, c'est pareil, tu vois. Là, ils bossent sur Ouais. les parallèles EVM. Ils font littéralement la même chose. À la différence que eux, tu vois, c'est un set de validateurs sur Cosmos. Ouais, ça, tu parles d'un point de vue purement infra, hein, d'un point de vue volonté derrière. Sei, si je me souviens bien, au tout départ, c'était pas une blockchain qui voulait aussi permettre, enfin, se focaliser notamment sur le trading, sur le perpetual trading. Il y avait cette volonté-là au départ. Et à la base, ils voulaient avoir un layer 2 Solana qui s'appelle Nitro d'ailleurs. Ouais. On en a très peu entendu parler. Il y a un petit article sur Khan Academy d'ailleurs pour les intéresser. Mais c'est vrai qu'on entend très peu parler. Et puis franchement, leur Twitter, c'est full image générée par IA. Ouais, d'accord. Je sais pas ce qu'ils font. Ouais. Mais à mon avis, l'idée, voilà, ça va être pareil, c'est de dire sur C, tu as l'OASM comme sur tout l'écosystème Cosmos, donc c'est-à-dire tu es capable de proposer du Rust, du C#, du C++, etc. Tu as la machine virtuelle de Sol qui arrivera sans doute, et tu as la machine virtuelle d'Ethereum avec même chose de la parallélisation des transactions. Mais du coup, là, avec les données qu'on a, moi, franchement, c'est pas rentré dans l'oreille d'un sourd. Je pense vraiment que Monad va sécuriser son réseau avec Eigenlayer. Ok. Okay. En tout cas, juste, je te donne une info de ce que j'ai lu dans le chat. Il y a quelqu'un qui avait dit il y a quelques minutes, c'est peut-être un fake, parce que certains prennent des faux pseudos pour avoir de la délégation. Et ben, il y a quelqu'un qui a sorti un screen, alors je peux pas l'ouvrir de ce que je vois, mais quelqu'un qui a dit un modo sur le Discord de Monad a confirmé que c'est pas eux. Bon, bah voilà. Merci les gars pour votre attention. Et tu vois, mais ça soulève quand même un point intéressant, c'est que moi je pense que ce serait intelligent de la part de Monad de le faire. Ouais, pour le coup, c'est pas idiot de leur part. Hein. Honnêtement, après, encore un autre jeton alternatif, bien sûr qu'ils ont la capacité. Après, le truc, c'est que s'ils le font, le jeton Monad, il servirait plus à la sécurité, donc il servirait à payer des transactions et il servirait à de la gouvernance, enfin des trucs un petit peu classicaux, et peut-être que ça créerait pas assez de pression acheteuse. Donc c'est un arbitrage à faire aussi, tu vois. Et là, je vois attends, je vais reprendre avec parce qu'il y a quelqu'un qui met ETH bâtit quelque chose de tentaculaire quand même quand j'entends parler de TH Killer. Les gars, on le disait avec Caplet, je me souviens, c'était début d'année. Je me souviens qu'on a eu cette discussion où plus personne ne parlait d'Ethereum, vraiment. Il y avait Solana qui avait évidemment explosé, qui capturait toute l'attention des gens. Ethereum était ultra en retard. On disait, les gars, il va se passer des choses de fou furieux cette année sur Ethereum, que ce soit les mises à jour, proto-dank sharding, la mise à jour d'Encun et ainsi de suite pour intégrer les blobs. Donc, en gros,
réduire drastiquement les frais de transaction sur les layers 2. C'est ce qui est arrivé. Ça arrivera tranquillement sur la layer 1, donc ça va être immense. Il y a ce qui se passe avec le restaking. Enfin, voilà, ce qui se passe sur Ethereum, c'est énorme. C'est une énorme machine qui avance qui avance assez lentement, mais quand on fait quelque chose sur Ethereum, c'est toujours solide, c'est toujours réfléchi, ça fonctionne toujours. Et ouais, c'est costaud, quoi. Et qu'est-ce que... j'avais un autre message. Vas-y. Vas-y, non, continue là-dessus. Alors, je disais, en fait, ce qui est violent avec Ethereum, c'est que la sécurité est au rendez-vous, la capitalisation est au rendez-vous, il y a de la bouteille. Et oui, c'est pas le moins cher, c'est sûr. Mais en tout cas, ça marche, ça n'a jamais buggé, tu vois. Et pourtant, tu Et as on a quelqu'un beau qui dire. mettait tout à l'heure, tu vois, malgré le staking, nanana, malgré tout ça, le pricing est pas très bon. Je suis pas d'accord. Déception en vue. Non, le pricing, enfin, on parle d'un actif qui est quand même le deuxième plus gros capitalisé. Évidemment, faire bouger un Ethereum, c'est pas aussi simple que de faire pumper un Hedera comme ce matin juste parce qu'il y a une fake annonce qui est lâchée. Exactement. Pour moi, le pricing, ok, Ethereum est certes en retard sur Bitcoin, mais Ethereum, c'est le représentant des alts. Les altcoins sont en retard sur Bitcoin parce qu'on n'est pas en alt season. Il n'y a pas les indicateurs qui nous prouvent qu'on est en alt season. Donc Ethereum est plus, un peu en retard, ok, certes. Mais ça ne veut pas dire que Ethereum n'a pas pricé ce qui se passe. En fait, c'est toujours le verre plein, verre vide, tu vois. C'est que si tu te dis, oui, bah, Solana, regarde, il est passé de 8 $ au bottom Ouais. à 160. Bah oui, mais parce qu'il y a des gens qui ont pris des risques et qui l'ont acheté à ce niveau de Et prix-là. parce qu'il a atteint aussi un bottom à 8 $. Il y a aussi ça. Solana, s'il n'y avait pas eu FTX, enfin, je veux dire, s'il n'y avait pas eu la corrélation entre Solana et FTX, est-ce que le bottom il aurait été à 8? Il aurait peut-être été à Non, il aurait été 25, à à 30, 30, ouais, tu 25-30, vois? exactement. Et auquel cas, évidemment, une remontée aurait été moins spectaculaire. Il y a tout un Regarde, contexte qui fait que Solana a repump autant. là, on nous annonce un point bas à 1000, mais moi, je peux te dire que ce jour-là, on a eu Non. des mèches à 800. Hein. On Ouais, était tombé à moi, 800 $ à peu près. je me souviens de certains endroits où on a eu un Ether qui était passé sous les 800. Je m'en souviens très Ouais, très c'est bien. possible. Et je C'est ne sais pas si possible. tu te souviens, il y avait eu même un risque pas longtemps après, été 2022, si je ne te dis pas de bêtises, avec un Ether qui, s'il descendait en dessous de 900, on parlait de cascade de liquidation Cascade sur de des liquidation. protocoles, etc. Même ne serait-ce que 900, il y est resté un petit moment. Il y a eu un petit temps où il est resté dans ces eaux-là, où entre 1000 et 900. Ça reste un énorme x3 sur un actif qui est capitalisé combien 350, 300, 400 milliards, je sais plus. 400 milliards. Et x3 à partir de maintenant, mais même x4 avec le Fois 4, bottom to top. Donc c'est pas mal du tout. Moi, je suis pas d'accord. Alors, attention, on en parlait en off. La narrative des layers 2, c'est vrai qu'on s'attendait à une plus grosse poussée. Après, les capitalisations sont absolument aberrantes. Ça, c'est un autre sujet. ouais. Et oui, quand tu regardes le scaling factor, c'est pas non plus un truc de malade, tu vois? Tous layer 2 confondus, on a multiplié par 11 à peu près la capacité transactionnelle du réseau. Parce qu'au final, qu'est-ce qu'ils font les gens? Ce qu'ils ont l'habitude de faire, swapper des jetons, bridger des jetons, acheter des NFT, mais tu vois, il y a pas de use case, de nouvelles use cases qui ont vraiment drivé le truc, à fond. Hmm. Et c'est peut-être ça qui manque. C'est peut-être ça qui manque. Ouais, pour moi, ça va être en fait, ce qui va driver l'utilisation des réseaux, ça va être un vrai cas d'usage. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que Solana a été le seul Ethereum killer qui s'en est vraiment sorti? C'est que Solana, il y avait des NFT, il y avait des applications, il y avait des trucs intéressants qui se sont développés. Il y a eu la hype des NFT à tel point qu'à un moment, les NFT Solana dépassaient ceux sur Ethereum. Donc, c'est ça qui a drivé. Est-ce que demain, ça va être des NFT? C'est pas ce que je veux dire. Ça va peut-être être d'autres types d'applications. Mais Tout à fait. ok, on a un réseau qui Les fonctionne. AVS, Top, trop peut-être. bien. Trop bien. Il y a un réseau qui fonctionne bien. Ok, mais s'il n'y a rien à faire dessus, on s'ennuie. Je dis pas qu'il n'y a rien à faire Mmh. sur des Starknet, des trucs comme ça. Hein. Il y a des trucs. Mais est-ce que c'est des trucs qui vont vous ramener aussi beaucoup de gens? Ça, j'en sais rien. Mais comme tu dis, moi, le gros problème, je pense, c'est que comme on parle d'infra qui sont immenses, on parle de projets qui existent depuis 4 ans, 5 ans, des Starknet, des ZK Sync, des trucs comme ça, on en parle depuis tellement de temps. C'est des grosses boîtes qui ont des dizaines et des dizaines, voire des centaines d'employés qui charbonnent dessus. C'est des boîtes qui sont ultra capitalisées. Donc, quand elles lancent leur token, elles sont automatiquement projetées top 50. Et vous, allez day one sur un token qui est top 50 CoinGecko. Selon votre appétence au risque, parfois, vous allez vous dire, bon, écoute, moi, je vais aller chercher mon top 200, top 300 pour aller faire un plus gros retour sur invest parce que plus faible capitalisation.
Ça s'entend, il y en a qui réfléchissent comme ça. Donc ouais, malheureusement, ça fait partie des raisons pour lesquelles je pense que c'est plus compliqué pour des Starknet, etc. Quoique Starknet a C'est quand même ça. bien dégringolé, tu vois, top 110, je crois qu'il Ouais, il a Starknet launch a top pris cher 60 là. avec le FUD récent parce que pour le moment, l'activité, elle se fait beaucoup sur Arbitrum Optimism, hein, Ouais, principalement. ouais, ouais. Même Polygon, hein, en vrai, ça bouge pas. C'est juste qu'il était tellement Ouais, capitalisé. j'ai un peu un truc sur Polygon où j'ai un peu une déception de je comprends pas trop ce qui se passe, tu vois? Bah, Ils prennent tout le temps avec leur token Pol. ouais, Heu, il se passe rien. Polygon, ils ont de l'or entre les mains et je dis pas qu'ils font rien, tu vois? Parce que justement, ils font des trucs, mais pourquoi ça prend pas? Tu vois, j'ai voilà. Non, mais ils font des Optimism, ils ont trucs, misé mais sur un truc. Pour moi, Optimism, ils ont misé sur un truc, c'est l'OP Stack, c'est la capacité d'offrir à n'importe quelle boîte la possibilité de créer une layer 2 dédiée à leur activité, donc purement construite pour ça. Et ça, pour moi, c'est un banger. Ils des ont fait un truc Polygon de aussi, fou. hein. Ouais, mais c'est la vérité, c'est qu'à l'heure actuelle, l'OP-Stack est beaucoup plus utilisé pour ça, à tel point même que Coinbase et Binance l'ont utilisé pour leur propre layer 2. Donc Je voilà. comprends pas son message. Tu Bah, peux c'est la hack, personne les qui Ethers en ouais, je l'ai staking, lu. mais En fait, c'est la personne qui tu nous a hack posé la comment? question tout à l'heure. Tu hack C'est ça comment, qui en fait? Tu claques des doigts? C'est ça que je comprends pas. En fait, juste pour Heu, répondre à ta question, en gros, parce que c'est j celui qui nous demandait comment ça fonctionnait. En fait, pour répondre à ta question, c'est Ethereum, c'est des gens qui vont verrouiller des Ethers dans le réseau. Donc ces Ethers, ils vont être verrouillés directement dans la Beacon Chain, qui est la couche d'exécution, la couche de settlement consensus? d'Ethereum. Ok. Donc tes Ethers, ils sont là, c'est-à-dire qu'ils sont bloqués. Ça veut dire que, bah, voilà, si tu veux hacker, comme tu dis, Ethereum, qu'est-ce que tu vas devoir faire? Bah, tu vas devoir mobiliser. Alors 25% des Ethers en circulation, je ne sais pas combien ça représente, mais disons ça représente un certain nombre d'Ethers. Bah, tu vas devoir mobiliser ce même nombre d'Ethers pour aller à l'encontre de ce qui se fait, à l'encontre de ce consensus, en fait. Ce consensus qui permet donc de donner les règles sur comment on valide des transactions, comment est-ce qu'on. Enfin, ce consensus, en fait, ça va être tous ces validateurs qui vont s'unir pour dire bon, bah voilà, ça c'est vrai, ça c'est faux. Bah, si toi, tu as assez de ressources, donc tu as en gros 100 milliards de dollars là aujourd'hui à placer dans Ether pour aller bouger le réseau, tu vas pouvoir dire bah non, maintenant, moi je considère que ça c'est faux et ça c'est vrai. Tu vas à l'inverse de tout le monde et là, tu hackes la chaîne. Aujourd'hui, le coût de hack de la chaîne qui est 100 milliards de dollars, bah, il ne te rapportera pas beaucoup, quoi. Ça coûte cher à le faire et ça ne te rapportera rien globalement. Je vous Donc, propose, de parler de Polygon, du coup, parce que les gens se demandent alors pourquoi moi je dis «rien» entre parenthèses? C'est que Polygon sont des génies qui ont fait un choix qui est de se dire, «Nous, on cherche pas à faire un Ethereum killer, on cherche à accompagner Ethereum». mmh, Lui apporter plus de valeur. Alors ça a commencé avec une chaîne alternative, une sidechain en proof of stake, avec une promesse qu'un jour ce sera un roll-up, enfin en tout cas ce sera directement plugué à Ether, c'est ce qu'ils ont fait, avec justement le Polygon CDK. Si vous allez sur Polygon, le site, vous allez pouvoir voir les différents produits. Donc des produits, il y en a un, il y a justement la sidechain dont je vous parlais plus tôt, le roll-up Polygon ZKVM, bientôt le roll-up Polygon VM, Midden qui sera un roll-up non EVM. Ce sera un truc comme Starknet en fait. Ce sera une machine virtuelle à part. D'ailleurs, je pense que ça va être un gros concurrent de Starknet. À la différence que Starknet, ils sont sortis plus tôt. Ils se sont spécialisés exclusivement là-dedans. Mais voilà, c'est un écosystème nouveau qui est Starknet. Tandis qu'ici, c'est l'écosystème Polygon. C'est un écosystème qui a déjà fait ses preuves, qui a d'ailleurs une couche d'agrégation de liquidité qui s'appelle Polygon Aglayer. Il y a aussi du coup le Polygon CDK, c'est l'équivalent du OP Stack d'Optimism. C'est pour permettre à n'importe qui de créer un layer 2, d'être dans l'écosystème Polygon et donc d'agréger les liquidités avec les autres layers 2 de Polygon. Il y a Polygon ID qui utilise la technologie des ZK pour pouvoir faire de l'identité numérique. Ça peut être très pratique pour des DAO, justement, où tu veux faire un KYC dans un premier temps et ensuite créer une preuve comme quoi tu as fait un KYC et prouver aux autres que tu as fait le KYC sans donner les données. Imaginons, je passe par un système décentralisé où je prouve mon visage, ma pièce d'identité, mon nom, mon prénom, et ensuite je me connecte à une banque et j'ai juste à donner cette preuve ZK comme quoi j'ai déjà fait un KYC avant et j'ai même pas besoin de donner ma pièce d'identité à la banque. Tu vois, ça c'est typiquement ce genre de choses qui fait que Polygon, c'est un gros écosystème, mais en ce moment, ils ne tabassent pas niveau marketing. Et à chaque fois, ce qu'ils font,
c'est qu'ils envoient tout d'un coup. Donc, on pourrait imaginer un rebranding du jeton Matic en Paul avec une nouvelle charte et plein d'annonces qui arrivent les unes derrière les autres pour créer vraiment une tendance exclusivement vers Polygon. Ils sont très spécialistes de ça et je pense que c'est ça qu'ils sont en train d'essayer de faire. Yes, écoute, moi je suis assez d'accord. Enfin, en fait, Polygon, faut se dire que ça a été à l'époque, OK, on réalise que Ethereum n'est pas scalable. Enfin, on le sait, mais on se rend compte que Ethereum n'est pas scalable. On a des Ethereum killers qui arrivent. On se dit: «Bon, Ethereum ne deviendra pas scalable là, maintenant, à l'instant T. Il y a pas de solution. Il faut quoi? Bah, il faut oh, il y a des layers 2 qui arrivent. Il y a des, enfin, Polygon arrive vraiment à ce moment-là comme un cheveu sur la soupe, sans concurrence aucune, Mmh. avec un produit qui est développé et qui te dit: «Bah, voilà, on peut faire ça». En fait, Ethereum, ça a été, Polygon, ça a longtemps été, voilà, la béquille d'Ethereum, celui qui Ouais. l'accompagnera partout jusqu'à ce qu'il soit autonome. Et donc, bah, voilà, Polygon, ça s'est été propulsé très, très haut. Et puis, bah, petit à petit, on a eu du Optimism, du Arbitrum et ainsi de suite, des tokens qui sont sortis. Donc, tu divises gentiment la capitalisation de Polygon, malheureusement. Après, Polygon, il faut pas oublier qu'ils ont fait des acquisitions exceptionnelles. Ils ont, alors, je me souviens plus du nom de ce protocole qu'ils ont racheté il y a 3 ans. Hermès, Hermès, c'est ça? Ouais. ouais, Polygon Qui est, ZKEVM, c'est voilà, Hermès pour faire historiquement. Polygon ZKEVM. Sauf que Polygon ZKEVM, c'est très bien, mais je veux dire, le truc, il est tombé en panne il y a 2 semaines. Il a fallu attendre 3 jours avant que quelqu'un s'en rende compte, tellement c'est pas utilisé. Et c'est ça le souci, Mm. c'est qu'ils build une infra, mais vraisemblablement, là, en ce moment, là où c'était leur force il y a quelques temps, de ramener des projets en disant: OK, les gars, on vous accompagne au max. Et là, ils arrivent à une certaine limite ils le font plus trop, donc ils ramènent plus trop de projets. Donc, là, aujourd'hui, tu demandes une classification des ZKEVM à n'importe qui, il va pas te dire Polygon en premier, tu vois? Parce que, il y a pas vraiment de enfin, moi, j'ai utilisé Polygon ZKEVM dans une ambition simplement de farmer l'airdrop et de tester le truc. Ouais, OK, mais il y a pas grand chose à y faire, quoi. Ouais, je suis en train de chercher une info. Je sais pas si tu connais Blobscan, ça te permet de voir justement tous Ouais, les bien layers sûr. 2 qui envoient des blobs. Donc... Et je suis pas certain que ZKEVM, justement, Je sais plus, mais je crois je que vais c'est pouvoir comme le vérifier tout Scroll, de suite. Non, ça a non, été non, pas très tard. encore. Pas Voilà. encore. Regarde, tu devrais avoir. Alors pour ceux qui C'est savent comme pas, Scroll, regardez, hein. Scroll, je crois pas que c'est encore déployé, ça il faut attendre un peu. il n'y a pas. Exact. Vous allez sur le site L2Bit, onglet DA. Tous les layers 2 qui intègrent le nouveau marché de frais, ils ont blob décrit. Et ceux qui ne l'ont pas encore fait, ils n'ont pas blob. Bah, c'est le cas de Blast. C'est le cas du coup de Scroll, Mmh. de Polygon ZK-EVM, de ZK Synclight. Et vous vous posez peut-être la question, mais du coup, pourquoi dans DLIR, il y en a plein qui ont marqué Ethereum et puis il y en a d'autres qui ont autre chose? Et bah, c'est que justement, il y en a qui ont mis en place des systèmes à part pour stocker une partie des données et réduire les coûts finaux pour l'utilisateur. Mantle, par exemple, ils ont leur propre DA. Mmh. Manta, ils utilisent Celestia. Metis, ils utilisent un espèce de système de stockage décentralisé. Alors, c'est pas comme IPFS, mais c'est un truc un peu comme ça, de ce que je comprends. Et quand c'est marqué DAX, c'est des trucs un peu sur mesure avec un comité. Donc, c'est le cas d'Immutable-X et d'Astar. Ouais, parce qu'il faut comprendre quand même, que, globalement, ce qui coûte cher au roll-up, c'est quoi? En fait, les roll-up, évidemment, ça va coûter, moins cher en termes de frais de transaction parce que, parce que voilà, tu interagis moins avec le chaîne Ethereum. Mais ce qui leur coûte le plus cher au roll-up, c'est d'aller stocker les données sur Ethereum, parce que tu es obligé de le faire. Tu es obligé d'aller dire à Ethereum régulièrement: «Bah, les gars, j'en suis là de mon avancement. Il s'est passé ça depuis la dernière fois, voilà où on en est». Mais ça coûte de l'argent, d'aller stocker ces données sur Ethereum. Donc, tu en as qui disent, on va aller utiliser une étape supplémentaire pour fractionner les données, pour aller les stocker ailleurs et encore plus, avoir encore moins de choses à stocker dans Ethereum. Donc, c'est des data availability layers. Enfin, voilà, il y a des trucs comme ça. Et puis, les blobs, c'est justement aussi une volonté intrinsèque à Ethereum d'introduire ce qu'on appelle le dank sharding, donc une nouvelle manière de splitter les données, d'aller les organiser correctement, et de le faire dans Ethereum en disant, OK, on va réserver un petit blob, un petit espace de données qui va vous coûter moins cher pour stocker, parce que c'est ça qui coûte le plus cher. Et c'est ça qui, in fine, vous, en tant qu'utilisateur, vous coûte le plus cher quand vous utilisiez du Polygon, du Optimism, ou quoi que ce soit d'autre en tant que roll-up. Et vous pouvez voir du coup qu'on a une différence de... Ouais, c'est presque 20 fois plus cher d'utiliser le marché de frais à l'ancienne, comme le fait Polygon ZKVM, Ouais. plutôt que d'utiliser le nouveau marché blob. Et Mm. ce nouveau marché blob, il en est qu'au début, comme le dit Lilian, c'est que pour le moment, on parle de proto-dank sharding, mais au fur et à mesure du temps, on va encore mieux organiser le layer Ethereum pour pouvoir accueillir ces roll-ups et on va encore réussir à faire chuter les frais.
Vous allez dire: «Mais ça sert à quoi?» parce que là, c'est déjà pas cher. Mais là, c'est pas cher parce qu'il y a pas trop d'activités et qu'il y a pas beaucoup de roll-up. Mais à partir du moment où il y aura beaucoup plus d'activités et beaucoup plus de roll-up, on sera content de continuer à faire chuter drastiquement les frais parce que sinon, bah, on retrouvera ce système où, bah, au final, les frais vont augmenter et on retrouvera des frais aussi chers qu'Ethereum et c'est pas l'usage souhaité. Yes. Qu'est-ce que. Alors attends, parce que du coup, on était quand même sur Eigenlayer de base, hein. Ouais, ouais, ouais. Et Bah, on là, était. du Attends, parce coup, qu'on n'a toujours pas parlé d'un truc. On n'a toujours pas parlé de ce qui s'est passé. avec, Il faut Renzo. que je- Ouais, Voilà, c'est l'occasion, c'est c'est l'occasion. l'occasion. N'hésite pas en attendant, pendant que je fais une petite explication, si tu veux aller chercher la chart. La chart et surtout, si tu arrives à nous retrouver les fameuses tokenomics grandioses. La première version des tokenomics, elle vaut le détour. Malheureusement, je crois qu'ils les ont changées directement sur leur. Sur leur Je je crois que je l'ai noté quelque part, attends. si tu arrives à avoir un lien qui nous les donne, parce que vraiment, c'est priceless. Mais concrètement, pour vous expliquer, les gars, ok, je croyais que tu avais les trucs. On a fait le tour de ce qu'était Eigenlayer concrètement. Donc, normalement, là, tout le monde sait ce qu'est Eigenlayer. Ouais, voilà la On chart l'a du coup. expliqué. Ouais, voilà, la charte. Donc, en fait, les protocoles de liquid restaking, c'est des protocoles qui vous disent, OK, bah, vous allez pouvoir placer des tokens en staking sur Eigenlayer. Mais le problème, c'est que, comme on vous a dit, il est bloqué. Donc, bah, vous allez pouvoir faire la même chose qu'avec le liquid staking sur Ethereum. Vous allez pouvoir dire, bah, je vais utiliser Eigenlayer, mais en même temps, j'ai quand même envie de garder la main sur mes trucs, de continuer à pouvoir les utiliser, en fait, de rendre liquide cette activité. Et donc, il y a du liquid restaking token, des protocoles de liquid restaking. Donc, il y en a plein. Il y a Vous les voyez là, d'ailleurs. Etherfi, voilà, tu as les noms. Kelp, Etherfi, Swell, et je crois que tu en as quelques autres. Mais surtout, Ouais, tu as Puffer celui dont aussi, on parlait, c'est Renzo. Renzo Donc, Renzo, et son jeton Easy ETH. voilà. Et donc, ils ont tous en fait un jeton qui est un quelque chose ETH. Voilà. Et donc, lui, c'est le EZ-ETH, Easy ETH. Et donc, ce qui s'est passé, bah, là, cette nuit, en fait, ce token, ce EZ-ETH, a complètement dépeg. Donc, c'est-à-dire qu'il s'est décorrélé du cours de l'Ether. Donc, il est censé être en 1 pour 1, c'est-à-dire que bah, si l'Ether vaut à l'heure actuelle 3000, je sais pas, 3150 dollars, bah, il est censé valoir 3150 dollars, point barre. Vous, votre but, c'est d'avoir une version liquide de votre ETH. Si ça vaut plus la même valeur, bah, c'est quand même un peu dommage. Donc, théoriquement, il n'est pas censé dépeg, et là, il a dépeg jusqu'à la moitié de sa valeur. Et Ouais. donc, évidemment, bah, très, très, très problématique. Mais ça Pour vous repeg expliquer, depuis. Ça, c'est important de le noter. ça a Ça quasi repeg repeg, depuis. hein. Ça a quasi Mmh. repeg, mais c'est pas totalement repeg. C'est Ouais. pas totalement repeg. Donc, il y a encore quand même un peu des problèmes. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, en fait, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? En gros, les protocoles de liquid restaking, eux, ce qu'ils voient, c'est quoi? C'est comme nous, ils voient qu'il y a une tendance qui est en train de se construire avec Eigenlayer, on en a parlé, le restaking, c'est énorme. Il y a une vraie tendance derrière, c'est important. Et donc, ils veulent se positionner dessus. Ils veulent attirer un max de capitaux, un max de liquidités pour faire un max d'argent. Et nous, qu'est-ce qu'on veut faire en tant qu'utilisateur? Nous, on veut aller capter Eigenlayer. Eigenlayer, leur fonctionnement, c'est quoi? C'est vous gagnez des points et ces points, ils peuvent se transformer en un token si on décide de lancer un token. Donc, vous, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez aller gagner des points. Et ensuite, il y a le protocole de liquid restaking. Ils vous disent, nous, on va vous offrir des points Eigenlayer, mais on va aussi vous offrir des points chez nous. Des points qui eux-mêmes pourront se transformer en airdrop. Et donc là, en tant qu'utilisateur, vous vous dites, OK, je vais aller gagner potentiellement un airdrop chez Eigenlayer, mais potentiellement un airdrop chez aussi ce protocole de liquid restaking. Et là, on se dit, bon, voilà, on va gagner full airdrop. Et donc, c'est comme ça que les protocoles de liquid restaking, ils vont essayer de vous attirer. Et tout à fait logique. Enfin, il n'y a rien de problématique derrière ça. Aujourd'hui, le plus gros, c'est Etherfi. Ils ont un max la majorité des liquidités. Et des protocoles comme justement ce fameux Renzo qui se sont dit, il faut que j'attire du monde. Donc, comment est-ce que j'attire du monde? Je vais leur proposer de générer encore plus de rendement sur leur token, leur EZ-ETH. Et donc, c'est ce qu'on appelle la composabilité, c'est-à-dire la possibilité de, vous prenez votre token EZ-ETH, puis vous allez le placer en Pendle pour aller faire du rendement en plus, puis vous allez le placer ailleurs pour aller faire une boucle qui va vous faire un rendement x20, et puis vous allez, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, en gros, votre EZ-ETH, tous les EZ-ETH de tous les utilisateurs sont replacés dans plein de protocoles un peu partout. Ils sont bloqués avec pour ambition de générer des rendements complètement stratosphériques. Sauf que tout ça, ça repose sur un élément, c'est ces points, c'est ce système de points. C'est-à-dire que c'est la confiance au fait de dire que ces points, ils vont un jour se transformer en quelque chose. Et tant que l'airdrop n'est pas fait, ces points, ils se transforment en rien. Enfin, on ne sait pas en tout cas ce qu'ils valent. Et là, le gros problème de On peut Renzo, l'estimer. Il y a ouais, quand on même peut un marché l'estimer. des points, mais qui n'est Oui, pas un mais marché officiel.
C'est Oui. pas un marché officiel de 1. Et surtout, tu regardes sur Wells Market, je suis quasi persuadé qu'il n'y a pas Renzo dedans. Je crois Oui, pas en tout si, cas que Renzo est dedans. Renzo est il y dedans? est. Ah bah oui, Il y maintenant est. il y est du Il y coup, a. bah oui, parce qu'il y a eu forcément énormément de trucs. Mais en tout cas, il n'y avait pas manière, enfin il n'y a pas on pouvait pas, même si il y a ce marché secondaire, qui est-ce qui détermine la valeur de ces points sur le marché secondaire? Bah, c'est toi et moi si on décide de s'échanger des trucs. Tu vois, on se Mm, l'estime entre guillemets en fonction de ce qu'on pense pouvoir être cette valeur-là. Mais tant que l'équipe du mm. projet n'a pas donné ne serait-ce que ces tokenomics, on ne peut pas savoir la valeur réelle. Et ce qui s'est passé avec Renzo, bah, c'est qu'ils ont lâché hier leur tokenomics et qu'en fait leur tokenomics était simplement catastrophique. Déjà, première chose sur ces tokenomics, c'est que vous voyez les diagrammes en camembert. Il n'y a rien de plus. Enfin, c'est un quart, c'est 25% chaque quart. Hein. Jusqu'ici, c'est logique. Et la moitié inférieure qui est censée représenter 50%, dans les chiffres qui étaient notés, c'était 30 et 32%. Donc il y avait Ouais. 62% qui J'essaie étaient de la intégrés. retrouver, Enfin, moi. je veux dire, c'est vraiment un CP, c'est faire ça. Donc déjà, il y a ça qui sort. Et ensuite, grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est que ils ont alloué une minorité de leurs tokens à la communauté. Ouais, Ouais. voilà, c'est celui-là. Enfin, excuse-moi, mais c'est grandiose. T'as la moitié bas qui est censée représenter 50, elle représente 61%. Qui a fait ça? Qui a pu publier ça en se disant, OK, il n'y a rien de grave. Et le 2,5%, c'est le pire. Le 2,5%, il représente quoi? 20% en tout. Et on te dit c'est 2,5. C'est vraiment juste pour te faire croire dans ta tête que, ah ouais, c'est immense. Alors qu'en réalité, pas du tout. Donc là, en fait, ils ont, bah voilà, ce chart, je trouve il est bien foutu avec les teams. C'est qu'en gros, bah, le blanc, c'est le launch pool. Le launch pool Binance, concrètement. Il y a Liquidity, voilà, c'est 2,5. Ça, c'est vraiment juste la communauté, OK? C'est 5%. Le reste, tout le reste, là, c'est la team. 95%, faut le dire, hein. Voilà, C'est la c'est team, 95%. mais c'est brandé de façon différente. Voilà. C'est une façon très commune de faire, hein, dans les crypto-monnaies. C'est que Ouais. voilà, donc levée de fonds, fundraising, c'est pas vraiment team. C'est, là, je suis pas d'accord. Fundraising, c'est Non, 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 levé, c'est donc vrai. c'est investisseur privé. Donc, C'est là, vrai. n'abusons rien. Son truc est un peu cucu. Comme Donc disons dirait, ça, comme dirait un c'est certain Darkemy, fundraising, on va dire c'est team et amis, quoi. Hein. voilà. Community, c'est entre les 2, c'est qu'en fait, c'est airdrop, mais c'est aussi des grants. Donc là, c'est un peu pareil, Ouais. c'est, toi, tu es mon copain, toi, tu viens bosser avec moi, donc potentiellement, au final, c'est moi qui décide. Mais ça part pas Mm. directement dans mes poches. Donc je couperai un petit peu la poire en 2, voilà, et on se retrouve donc avec 15 plus 1, ouais, on est à 45% pour les gens à peu près et 55% pour eux. Parce que clairement, Core Contributor et Foundation, là, c'est team, hein, il y a pas de débat possible. Mais il y avait en plus un autre truc que ça, c'est que tu vois là, le launch pool Binance, c'est 2,5%. Au lancement, l'airdrop, c'est 5. On a appris que l'airdrop, c'était 5%, OK? Mmh. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que les mecs qui, depuis 6 mois, ont placé des Ethers en staking, ils ont accumulé Ouais, des points et ils auront seulement, en termes de récompense, 2 fois plus qu'un programme qui a été fait avec Binance. Et ce programme, il a duré une semaine. C'est-à-dire que là, il y a un mec qui est arrivé il y a une semaine, il a placé des BNB dans le launch pool sur Binance, il prend la moitié en reward d'un mec qui est là depuis 6 mois à farmer ses Ethers. Donc, c'est là aussi où il y a eu un truc où les gens se sont dit, OK, ils nous prennent pour des jambons. Et c'est là, en fait, où ça a tout déclenché. Parce que, ouais, concrètement, là, en gros, il y a perte de confiance des gens sur ces points. C'est-à-dire, ils ont dit, bah, j'ai accumulé des points, ils vont rien valoir parce que l'airdrop est pourri, parce que les tokenomics sont pourris. Ils se sont dit, bah, écoute, ça sert à rien que moi je reste sur ce protocole. Il y en a plein d'autres. Je vais retirer mes fonds. Et là, il y a un souci technique à ce moment-là. C'est-à-dire comment est-ce que tu retires tes EZ de TH? Tu as 2 options. La première option, c'est tu vas sur le protocole Renzo et tu dis, bah, je redeem. C'est-à-dire, un jour, je suis arrivé, j'ai fait ETH, je dépose, je reçois des EZ ETH. Bah là, je fais l'inverse. Je dépose mmh, des EZ ETH, je reçois des ETH. Qu'est-ce qu'il y a comme souci? Évidemment, Renzo, ils font partie de ces protocoles qui ont dit, bah non, on cut pour l'instant. En tout cas, il n'y a pas possibilité de faire ça. Ça arrivera plus tard, mais pour l'instant, il n'y a pas possibilité. Donc, la vous deuxième pouvez pas option qui retirer, reste pour les voilà. gens, voilà, vous Vous pouvez pouvez pas retirer. déposer mais Donc, la pas deuxième retirer. option, Mmh, c'est quoi? C'est de swap. Tu swap. Donc, tu vas sur des pools de liquidités qui sont mis à cette disposition. Donc, Balancer, il y en a notamment, etc. Et ouais, puis, bah, tu swaps. Sauf que bah, quand il n'y a pas la possibilité de redeem, qu'est-ce qui se passe? Bah, il se passe un truc, c'est que ce EZETH, ça devient un token lambda. C'est-à-dire que s'il n'y a que des gens qui veulent vendre, ben, voilà, il y a une pression vendeuse, point. Ça décorrèle, ça baisse et basta. Et donc, si vous avez regardé dans des pools, genre, j'ai les liens, mais je ne peux pas te les envoyer facilement, mais je sais qu'il y a la pool Balancer qui est censée être 70-30, donc 70 ETH, 30 EZETH dans la pool, donc ça va être équilibré. Aujourd'hui, elle est à 95,5 parce qu'en fait, il y a plein de monde qui ont dit bah, moi, je rends mes EZETH et je prends les ETH qu'il y a dedans. Et la pool, elle est déséquilibrée.
et basta. Et donc, en fait, les poules se sont fait vider. Les gens ont voulu vendre. Et puis, bah, forcément, quand tu déséquilibres les poules, tu Ah oui, déséquilibres le prix. Tu ah déséquilibres. Voilà, tu oui. vois, au lieu d'être une poule à 70-30, on est sur une poule à 95-5. Et donc, voilà. Donc le cours a dégringolé, hein, naturellement. Et puis voilà quoi. Parce qu'il n'y avait pas cette possibilité de redeem qui justement euh, permet de faire une sorte D'assurer d'arbitrage. la convertibilité. D'assurer la convertibilité. En gros, pour vous expliquer de manière simple, et c'est pour ça que c'est important de regarder au cas par cas, alors reprenons les éléments. Tous les protocoles de liquid restaking qu'on connaît, ils sont là. En tout cas, les plus gros. Mm. OK? Avec la majeure partie sur les 5 premiers, jusqu'à Swell. Après, le reste, c'est quand Ouais. même beaucoup plus petit. Donc, ces protocoles, ils ont tous des petites particularités. Par exemple, l'Etherfi, vous donnez un Ether contre un EETH. Tandis que sur certains protocoles, vous devez d'abord échanger vos Ethers contre un protocole de liquid staking et ensuite donner votre jeton de liquid staking pour avoir un jeton de liquid restaking. Ça fait plus d'étapes, etc. Potentiellement plus de risques parce qu'il y a des smart contracts à chaque fois. Donc, il suffit qu'un seul smart contract pète, se fasse pirater ou quoi, et c'est la catastrophe. Bref, cette question de convertibilité, c'est quoi? C'est de se dire, je vais prendre les stablecoins comme parfait exemple, l'USDT ou l'USDC. Dans ces deux cas, on vous garantit qu'il y a des dollars derrière. Ça veut dire qu'à tout moment, vous êtes en capacité de rendre vos USDT ou rendre vos USDC à l'entreprise. Elle détruit le jeton et elle vous rend des vrais dollars. C'est ça la Mm. convertibilité. Donc là, en l'occurrence, l'idée, c'est de dire pareil, je reprends tes EZETH, je les détruis, j'imagine, Mm. et Mm. je te rends tes Ethers. Sauf que pour le moment, ça ne va que dans un sens. Et donc, si les gens veulent se débarrasser de ces EZETH, ils ne peuvent pas passer par le circuit officiel ou c'est backé officiellement par des Ethers. Ils sont obligés de passer par des pools qui sont plus ou moins liquides. Et donc là, les pools, elles ont commencé à dévisser. Donc, il y a eu toutes sortes de théories du complot. Ouais. Et la théorie du complot, ça a été de se dire qu'il y a des fonds, et c'est très probable d'ailleurs. Très souvent, les fonds d'investissement, en fait, ils testent des trucs pour gagner de l'argent. Et puis, des fois, en testant des trucs, ils observent des failles. Et à ce moment-là, libre à eux de se dire, est-ce que j'exploite la faille pour sucrer du pognon? Parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Imaginons que tu as un fonds et tu as identifié la faille, comme je le montrais tout à l'heure avec le prix du jeton qui s'est pété la gueule. Attendez, je vous retrouve ça. Tu te dis Ouais. quoi? Tu te dis que si tu es capable d'envoyer le prix à ce niveau-là, des gens se font liquider Ouais, parce potentiellement que le prix va juste aller là ou pause, là ou là. Ouais. pause pour compléter juste ce que tu dis, de faire la petite parenthèse rapide. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que ce protocole, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour attirer des gens, ils leur ont proposé la possibilité de intégrer ce token EZETH dans plein d'autres protocoles. Et notamment sur Pendle, sur Zircuit, sur Balancer, sur Gearbox, sur Morpho. Donc en fait, il y avait plein de gars qui s'étaient mis dans des espèces de loops exceptionnels. Avec leur token, il était placé quelque part, il était prêté quelque part. Donc il y avait Ouais. une liquidation pour faire une boucle, pour le remettre ailleurs, pour générer plein de rendements. Et donc évidemment, ces gars dont tu parles, c'est des gars qui, avec un petit peu de connaissances et les bons outils, ils avaient la capacité de voir les murs de liquidation. C'est-à-dire qu'ils savaient que s'ils baissaient le prix un peu, comme tu montrais sur le chart, ils allaient enclencher les liquidations de plein de gars qui avaient utilisé le même protocole, Morpho ou quoi que ce soit. Ils avaient utilisé tous le même protocole. Et donc, ils savaient que s'ils allaient emmener le prix là, là, on allait faire dégringoler tout ça. Et là, t'entraînais ce qu'on appelle une cascade de liquidation. C'est Et ça. Et si d'ailleurs, toi, tu es prêt derrière, tu te dis, OK, ouais, parce qu'attention, ça ne veut pas dire que le fonds, il s'est dit, si on envoie le prix là, on va aller là. Peut-être que le fonds, il s'est dit, on va aller là. En se disant, si on va là, nous, on rachète très vite à ce moment-là et on empoche la différence. ouais. Sauf qu'en fait, tu te retrouves potentiellement dans un circuit où ça va encore plus profond que ce que tu pensais. Et à ce moment-là, c'est dans les mains de Dieu. Et pour ceux qui se Et posent ils la ont perdu question, l'argent, hein. Les gros wallets en question, ceux qui ont potentiellement fait ça, qui ont été suspectés de faire ça, ils en ont perdu de l'argent, hein. Donc c'est pour ça que moi, cette théorie-là, on va dire, il n'y a rien qui prouve qu'elle est vraie. C'est-à-dire, il n'y a personne qui sort en il y a étant rien un qui grand prouve qu'elle est gagnant vraie de pour cette le moment. affaire, mais il y en a quand même certains qui auraient pu sortir grand gagnant, qui sont sortis grand perdants parce qu'ils ont tenté un coup avec un DPEG à moins 20%, et ils se sont retrouvés avec un DPEG à moins 50 dans les dents parce qu'ils avaient mal anticipé. Si c'est cette théorie-là qui est vraie, ils avaient mal anticipé jusqu'où ça pouvait aller. Yes. Et du coup, pour ceux qui se posent la question, c'est pas une question de dire Renzo, c'est un dégène de dégène de dégène. En fait, tous ces protocoles vous rendent des jetons de liquid restaking. Donc, vous pouvez faire de la DeFi, vous pouvez faire des leviers, vous pouvez faire des boucles avec tous ces jetons. À la différence que certains des protocoles, vous avez la possibilité de rendre le jeton contre des vrais Ethers, ce qui n'est pas le cas de Renzo. Alors, moi, je vais être transparent avec vous, je ne connais pas Non, individuellement chacun de ces protocoles. non, je veux pas dire de bêtises, mais
à mon sens, le seul qui fait ça, c'est Etherfi, hein. Je crois pas que les Ok. autres puissent. Kelp, attends, je vais checker Kelp parce que c'est un des plus gros et Kelp, j'ai de l'argent dessus, donc je vais aller voir. Mais alors, parce qu'en plus, je vais le regarder pour une autre raison, c'est que quelqu'un l'a mentionné dans le chat. Kelp, est-ce que je peux virer mes thunes? Unstake, voilà, Unstake is coming soon. On peut pas encore sur Kelp. Et oui, Ouais. pour la personne qui a posé cette question-là, quid de Kelp? C'est une très bonne question parce que là, en fait, ce qui se passe, c'est que globalement, ça a servi d'exemple à tous les autres protocoles qui n'avaient pas encore mis en place ce système d'unstaking ou de redeem, enfin en tout cas de récupérer, comme l'expliquait Capet. Tout cela, ils vont se dire, ok, merde, alors là, il y a plusieurs points à retenir. Ils vont se dire, c'est soit on le tente, soit on fait comme les autres, comme l'a fait Renzo, et on y va cash, et on croise les doigts, on espère que ça marche. Soit ils se disent, on va peut-être changer des choses. Et ça va être un très bon exemple, c'est qu'ils vont se dire, si on ne fait pas un airdrop qui récompense à la juste valeur notre communauté, si on ne fait pas les choses bien et qu'on essaye de les douiller, dans tous les cas, ça va nous retomber dessus et là, on va se faire avoir. Et donc, ils se disent quoi? Et j'espère en tout cas qu'un protocole comme Kelp, alors je ne dis pas qu'ils avaient prévu de faire un truc pas bien, hein, mais je dis si, en tout cas, ils vont certainement se poser la question de se dire, on va essayer de faire un peu mieux. On va essayer au moins de ne pas faire la même erreur que l'a fait Renzo. Et tout ça, évidemment, pour tous les autres protocoles. Ça peut arriver pour Kelp. Et moi, je veux faire une transition Capet sur un truc. Si tu as accès à Twitter, je veux pas shield mon propre Twitter, hein, c'est pas l'idée. Mais sur mon Twitter, aujourd'hui, j'ai partagé une vidéo que je vous invite à voir parce qu'en fait, j'ai reçu la semaine dernière, je vais vous donner juste le contexte avant que tu la mettes. En gros, la semaine dernière, j'ai interviewé le CEO d'Etherfi. Et je lui ai posé plusieurs questions. Je lui ai dit d'abord, moi, j'ai été assez étonnamment surpris de voir comment est-ce que lorsque vous avez lancé votre token, ça s'est bien passé et que la TV, elle a continué d'augmenter et les gens ne sont pas partis. Moi, le premier, j'ai vendu mes tokens Etherfi et j'ai quitté le truc dès l'airdrop. Donc, j'étais étonné et je lui ai dit, est-ce qu'il y a un risque de dépeg pour votre token ou pour d'autres tokens de protocole? Et concrètement, il m'a répondu quelque chose que je trouve fou, c'est qu'il a dit, nous, on n'a pas eu de dépeg pour une raison, c'est parce qu'on a justement cette possibilité-là de retirer, là où les autres protocoles l'ont pas. Donc, si tu veux montrer la vidéo, je la montre sans le son, mais pour ce qui est du passage, c'est celui-là ou c'est lequel de passage? C'est juste ça. En gros, il dit... Nous avons activé les retraits, ouais, c'est ça. Nous avons les retraits activés. Alors, c'est juste que comme on a notre pseudo par-dessus... Bref. Ouais, c'est ça. Alors après, je connais pas de tableau qui, pour chaque produit, dit si les retraits sont activés ou pas. C'est un travail à faire manuellement, mais en tout cas, on vous met dans la bonne direction par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui. Et ce qu'on souhaite vous dire par rapport à Gunlayer, c'est qu'il faut pas juste dire ouais, c'est dangereux, c'est de la merde, on arrête. Parce qu'en fait, les cryptos, c'est dangereux, Ether, c'est dangereux, patati patata. C'est toujours un arbitrage à faire. C'est juste qu'il faut pas être con. Et donc là, en soi, ce qui s'est passé, pourquoi il y a une telle volonté et pourquoi il y a une telle activité aussi sur ces rendements, c'est que comme on est dans une période où tout le monde n'a pas encore sorti son jeton, que ce soit Eigenlayer ou les autres, les gens se disent, en déposant des Ethers sur l'un de ces protocoles, j'aurai à minima l'airdrop d'Eigenlayer si je suis éligible et l'airdrop du protocole. Mais il y a des protocoles comme Pendle, je ne suis pas payé pour vous en parler, mais c'est parce que c'est un des seuls que je connais. Le protocole Pendle, il vous propose en fait de diviser votre yield. C'est-à-dire qu'il vous dit, si vous vous en battez les couilles des points, moi je vous propose d'avoir un rendement supérieur en Ether. Donc là, en l'occurrence, vous voyez, vous avez des rendements qui ne sont pas fixes, hein, mais vous avez des rendements à l'année de l'ordre de 60%, 30%, etc. sur des Ethers. C'est quand même nettement supérieur que du 5% en natif sur Ether. Donc il y a des gens, ça les excite en fait. Parce qu'avec un tel rendement, ça te donne presque envie de prendre des risques comme le fait de, je sais pas moi, déposer sur un protocole de lending borrowing du stablecoin pour emprunter des Ethers, générer du rendement avec ces Ethers, surtout si vous partez du principe que l'Ether, il va prendre de la valeur, et ensuite rembourser le protocole et empocher la différence. Donc en fait, en fonction de votre vision, vous êtes capable de prendre le risque. Et au lieu de faire un levier comme sur des plateformes centralisées ou décentralisées x2, x3, x5, c'est l'équivalent d'un levier. Parce que vous avez la possibilité de déposer un actif, en emprunter un autre, et potentiellement ce que vous empruntez va vous générer du rendement et va vous permettre de rembourser le premier actif. Mais il ne faut pas que le marché se retourne, il ne faut pas que vous fassiez liquider, etc. etc. Ouais, et il ne faut pas qu'il se passe ce qui s'est passé hier. C'est-à-dire qu'il y avait tellement de gens qui étaient comme ça, qui avaient leur EZ ETH qui était verrouillé, ce qui a fait que sur les pools de liquidité, globalement, la profondeur des pools,
elle était tellement faible que pour avoir un plus ou moins 2%, il y avait besoin à peine une dizaine d'Ethers, enfin quelques dizaines d'Ethers à peine. Donc c'était, enfin voilà, je veux dire, il y avait un gars qui arrivait avec un bag assez immense, il faisait chuter de 2% la corrélation entre les deux. Enfin, parce qu'en fait, il y a tellement de gens qui faisaient ça qu'il y avait moins de profondeur. Et bah, le risque de ça, c'est que vous êtes quand même sur quand on fait du truc comme Pendle, comme ce truc-là, et derrière que vous allez le réutiliser dans une pool où vous allez faire, comme tu dis, du leverage dessus, bah, c'est que vous avez une certaine liquidation quand même. Même si les actifs, ça marche quand les actifs sont corrélés, ça marche avec deux stablecoins, ça marche avec du ETH, WETH si vous voulez. Ça marche théoriquement avec du ETH, EZETH, jusqu'au jour où le ZETH se décorrèle de l'ETH. Et là, catastrophe. Et Là, c'est ce vous qui s'est faites passé. déglinguer. En tout cas, Mais dans un système où la liquidation est instantanée. Parce que là, il il y y a a une vraie aussi des question aussi là-dessus. protocoles. Il y a aussi des protocoles. Je vais pas donner de nom parce qu'on va dire je chill et tout, mais par exemple, sur Solana, tu as un protocole où tu as un système de liquidation, mais il n'est pas instantané. C'est-à-dire que tu peux passer en dessous d'un certain prix, mais la liquidation, elle va être actée au bout de X jours. Donc, si jamais le prix remonte entre-temps, tu subis pas la liquidation, tu vois. Donc, j'imagine que ça existe aussi sur Ether. Ouais, alors justement, en fait, c'est elle est là toute la question, c'est alors j'ai vu un thread qui l'expliquait, comment est-ce que ces liquidations ont été déclenchées. Je me souviens plus, je l'ai réouvert là. Ouais, Morpho utilise Redstone et Gearbox, donc un autre protocole, utilise une combinaison de Redstone et de Chainlink. Et en gros, c'est plus ou moins comment est-ce qu'on leur apporte la valeur du dollar, en fait. Est-ce que c'est en gros, c'est la grosse question, c'est où est-ce qu'ils prennent la valeur en dollars de ce EZETH? L'information de la valeur, ouais. Où est-ce que l'information elle est prise? Comment est-ce qu'elle est communiquée? Et comment est-ce que va réagir le protocole? C'est-à-dire que si Ouais. tu prends justement la valeur sur une pool de liquidité où il y a peu de liquidité, justement, comme je te dis, il suffit là je regarde, je l'ai sous les yeux, il suffisait de 85 000 $ pour faire un plus ou moins 2% sur cette pool. Et donc, naturellement, si c'est là-dessus que tu te bases pour donner de l'information et pour gérer tes liquidations, ça peut être dangereux. Si tu utilises à l'inverse, je sais pas, un exchange classique, là, il y a plus de profondeur et donc là, c'est moins risqué. Et ensuite, comme tu dis, il y a aussi comment est-ce que tu exécutes ta liquidation. Est-ce que tu la fais automatiquement quand ça dépasse ou est-ce que tu te permets d'avoir Un délai. un coussin supplémentaire? Tout Elle à est là fait. toute la question, mais là, on rentre dans un truc ultra technique, je pense, mais il y a eu plein d'éléments comme ça, tout mis bout à bout, qui fait que voilà, c'était compliqué. Alors du coup, on me pose la question, du coup, vous conseillez pas? Bah, moi, je te conseille juste de connaître ton poison. C'est ce qui est écrit ici, pick your poison. C'est d'être suffisamment renseigné pour comprendre les risques et pas te faire prendre au dépourvu. Tout à l'heure, je vous parlais justement de spéculer sur du yield, mais vous avez aussi la possibilité de spéculer sur des points. Je m'explique. Vous pouvez, sur Pendle, déposer des Ethers, non pas pour gagner du yield, mais pour gagner beaucoup plus de points. Mais là, l'arbitrage, c'est de vous dire, est-ce que avec ces points, je vais être rentable? C'est-à-dire que, est-ce que si je fais x20 sur les Ethers que je dépose en points, et l'airdrop, le jour de l'airdrop, va être supérieur aux Ethers que j'ai déposés. Là aussi, c'est un arbitrage. Et ça dépend de votre vision. Ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que ceux qui ont pris le risque pour Etherfi, ça a payé, parce que je crois que tu avais un levier x20, mais ce n'est pas une garantie à chaque fois. Et Etherfi va faire d'autres phases, je crois, d'airdrop. Donc, c'est pour ça que vous pouvez continuer d'acheter des points avec leverage parce que justement, il y en a qui continuent de parier sur le fait que ça a croqué. Et donc, en fait, Pendle, il est capable de diviser ce marché du yield pour le jeton et le marché des points pour que les gens puissent prendre des décisions spécifiques. Mais voilà, il n'y a jamais de garantie que l'airdrop va être meilleur ou que vous n'allez pas vous faire niquer sur une liquidation, ce genre de choses. Donc, il faut bien être au fait de ce qui se passe. Moi, je vais vous donner un exemple qui n'a rien à voir. Osmosis. Osmosis, c'est un équivalent d'Uniswap, Jupiter, etc., mais sur Cosmos. Et vous avez la possibilité, justement, d'aller sur des pools avec du stablecoin. C'est ce que disait tout à l'heure l'ami Lilian. Donc, il faut identifier lesquels. Mais là, vous avez l'USDC Axelar versus USDC. Donc, vous avez que 3% d'APR. Donc, franchement, ça ne vaut pas trop le coup. Mais des fois, vous pouvez avoir des APR qui sont carrément sexy. Donc, vous, naïvement, vous vous dites, en fait, si on me propose un stablecoin contre un autre stablecoin, de toute façon, le stablecoin, il est à $1. Donc, je ne prends pas de risque parce que ça restera toujours à $1.
Et en fait, c'est là où vous êtes potentiellement dans l'erreur. C'est qu'à l'époque, toutes les poules, elles étaient en USDT, UST, USDC, UST. Donc, on se disait, bah, l'UST, le stablecoin de Terra Luna, il restera à 1 dollar. Sauf que quand l'UST il est parti à zéro, parce que Terra Luna s'est pété la gueule, tous les pools qui étaient liés à l'UST se sont pris une grosse tarte dans la gueule parce que les gens se sont dépêchés justement de déguerpir. Donc, il n'y a pas de repas gratuit. Et à chaque fois, ce qui se passe, c'est que dès qu'on vous propose des rendements qui sont exceptionnellement gros, tout le monde y va. Et donc, ce que je vous disais tout à l'heure, tu vas avoir des fonds d'investissement, tu vas avoir des gens avec beaucoup de size, donc beaucoup d'argent, qui seront potentiellement mal intentionnés, qui vont s'imaginer, si jamais j'attaque avec suffisamment de capital à cet endroit précis, est-ce que je suis en capacité de mettre tout le monde dans la merde? Et si oui, est-ce que je vais être rentable sur mon attaque? C'est-à-dire qu'on rentre dans une guerre froide où on peut attaquer les gens avec de l'argent pour leur prendre encore plus d'argent dans les poches. C'est ça qui est très intéressant, mais ça nécessite une expertise spécifique de la finance décentralisée. J'ai un peu monopolisé la parole, excuse-moi. Non, t'inquiète, t'inquiète. J'étais en train de regarder d'autres trucs. Mais oui, moi, ce que je retiens en gros de ça, parce qu'il y avait quelqu'un qui posait la question tout à l'heure, je retiens deux choses. La première, c'est que ça me fait beaucoup rire la clairvoyance du mec d'Etherfi, de Mike, le CEO d'Etherfi, Ouais. qui vraiment a littéralement call ce qui allait se passer en me disant, mec, tous les projets similaires, et évidemment, c'était pas une critique de sa part, mais il disait tous les projets similaires qui n'ont pas permis cette possibilité dès le départ de retirer, justement pour essayer de garder un max les gens, et voilà, ils ont voulu faire ça. Et il dit, ceux qui l'ont fait, malheureusement pour eux, enfin, il a même pas dit comme ça, il a dit si nous, on n'avait pas permis ça, au moment du lancement de notre token, il se serait passé quelque chose, c'est-à-dire qu'il aurait dépeg et ça aurait entraîné un cercle vicieux dévastateur qui aurait fait chuter notre token. Et heureusement, grâce au fait qu'on a voulu servir les utilisateurs dès le départ, mettre de la confiance en permettant les retraits, on a évité ça. Et qu'est-ce qui se passe 3 jours plus tard? Il se passe ça. Et je trouvais ça assez fou que le mec ait eu la clairvoyance de me dire ça. Et que voilà, donc pour moi, je suis très convaincu, très aligné avec ce qu'il dit sur si il fallait mettre les retraits. Et deuxième chose, c'est tous ceux qui disent ok, le risk-taking c'est mort. Certes, on était les premiers, toi et moi, Capet, on en a même parlé En avoir peur. MP à l'époque. Tu t'en souviens, au moment où il y a eu le début de ça y est, tout le monde parlait d'Egenlayer, on se disait Egenlayer c'est à la fois un banger pour Ethereum, mais c'est aussi probablement ce qui pourrait causer un point de faille, un point de risque énorme parce que en fait, ça ouvre la porte à tout un tas de conneries. Et en fait, on a évoqué, j'ai un thread sur mon compte Twitter où j'évoque tous les risques possibles et j'évoque celui-là, mais je l'évoque pas non plus en mode ça peut tuer le risk-taking. Et aujourd'hui, je veux pas qu'on fasse un amalgame de. Tu nous as lancé un petit timer là. Ouais, je veux pas qu'on fasse un amalgame aujourd'hui en disant ok, c'est passé ça, donc le risk-taking c'est de la merde. Non, c'est pas ça. C'est les protocoles de liquid risk-taking. Déjà, il faut faire la différence. Et ensuite, les protocoles de liquid risk-taking, ils ont fait de la merde, mais est-ce que ça remet en cause Eigenlayer? Non. Est-ce que ça remet en cause tout ce que va apporter Eigenlayer? Non. Est-ce que ça remet en cause tout le reste? Absolument pas. Ça remet en cause simplement ce protocole-là qui, et on ne veut pas l'accabler, tu vois, ça se trouve, voilà, mais en tout cas, ce protocole-là n'a pas fait, à mon sens, les choses assez correctement. Et voilà, Eigenlayer, ça reste une couche sur laquelle on peut construire tout et n'importe quoi. Et là, demain, je ne veux pas tease quelque chose, mais demain, il y a des chances que sur Twitter, je reçoive en space le mec d'Etherfi et potentiellement un mec d'Eigener, et j'aurai l'occasion de lui poser la question là-dessus, vous avez construit quelque chose sur lequel, justement, vous avez laissé la main à tout le monde pour qu'ils construisent ce qu'ils ont envie de construire. Comment est-ce que vous voyez là ce retour de bâton qui va s'abattre sur vous à cause de ça? C'est une vraie question que j'ai envie de leur poser. Mais tout comme Ethereum n'est pas responsable de ce qui se passe sur sa chain. Tout comme, et là on va pouvoir rentrer dans le détail aussi, mais on va pas le faire ce soir je pense, mais du débat entre Morpho et AAV. Comme Morpho n'est pas responsable de comment les gens utilisent ses fonctionnalités. Tout comme Uniswap n'est pas responsable du fait qu'il y ait des shitcoins qui vivent 2 jours et qui crèvent, qui s'échangent sur sa plateforme, tu vois. Il y a tout ce truc-là de la responsabilité. Eigenlayer n'est pas responsable du fait que certains protocoles de liquid risk-taking, malheureusement, aient fait les choses pas dans le bon ordre et entraîné ce genre de truc. De toute façon, le débat, il est simple. Regarde, ça va coller avec le message de Wanda. Si je comprends bien, l'utopie de la décentralisation n'échappe pas à la réalité. Toutes les petites postcailles seraient juste bonnes à se faire écailler. En fait,
On est dans un monde où soit tu acceptes qu'on te prenne par la main pour tout, mais tu te fais aussi déchiqueter par des impôts potentiellement ou par, des frais. Donc, dans le système de l'État, bon, bah, voilà, tu payes beaucoup d'impôts, mais derrière tu sais que tu as le chômage, tu sais que tu as le RSA, tu sais que tu as plein de trucs. Dans le cas du paiement, bah, tu sais que tu as ta banque, c'est-à-dire que tu as un gars, il arrive à accéder à ton interface bancaire, il te vide le compte. D'une certaine façon, tu vas pouvoir aller voir ton banquier et récupérer ton argent. L'utopie de la décentralisation, comme tu dis, c'est que les gens sont responsables. Moi, je vais parler pour ma paroisse. Je suis à mon 3e cycle en crypto. Il y a des hauts, il y a des bas, mais clairement, par rapport à mon investissement en argent et en temps, je suis carrément rentable. Parce que j'y ai passé beaucoup de temps et que je fais partie des élus qui arrivent à peu près à s'en sortir. Mais il faut bien comprendre que c'est comme tout le monde ne va pas gagner. C'est comme l'utopie des jeux Web3, vas-y, c'est bon, comme il y a un jeton, tout le monde va gagner de l'argent en jouant. En fait, non. Tu vois. Tu auras toujours des joueurs professionnels qui vont être capables de prendre l'argent de ce protocole, de ce système, et d'autres qui ne le seront pas. C'est juste qu'on est sur des théories des jeux qui sont différentes. Et pour en revenir à ce qui se passe entre justement Protocole AV et Morpho, en fait, c'est très intéressant, c'est que Marc, il joue plus la sécurité. Avec AAV, ils essaient d'identifier à chaque fois qu'est-ce qui peut mal tourner, essayer de s'en séparer un maximum. Tandis que Morpho, comme il répond, c'est nous, en fait, on laisse les gens le choix de choisir leur tolérance au risque. Et là, effectivement, il y a certaines personnes qui ont pris des risques et qui ont payé le Ouais. prix de leurs risques. Et c'est tout. Mais du coup, ouais, voilà, pour moi, c'est une différence de vision, différence de la manière avec laquelle les protocoles sont construits. Il n'y a pas, absolument pas d'histoire de, là, je le lis dans le chat, de Zeller qui crache sur Morpho par jalousie. Il n'y a aucune raison pour Zeller d'être, je pense, jaloux de ce qui se passe sur Morpho. Enfin, je veux dire, dans tous les cas, voilà, c'est deux protocoles différents qui ont, comme l'a très très bien expliqué Capet, des visions différentes. Et voilà. Et donc, et ça se transmet, je trouve, très bien sur ce qui se passe ailleurs dans d'autres écosystèmes. Voilà, quelqu'un avait fait la comparaison avec Uniswap et je trouvais ça intéressant. Zeller a raison en disant, enfin, il peut avoir raison d'une certaine manière en disant à Paul de Morpho, bah ouais, mais ce qui se passe sur ton protocole, finalement, tu es quand même un petit peu responsable parce que tu as permis à des utilisateurs de faire ça, donc d'une certaine manière, tu es responsable. Mais si tu transposes, est-ce que Uniswap est responsable du fait qu'il y ait des mecs qui se soient fait complètement scam par des tokens de merde qui ont été lancés? Bah, pas vraiment. Et du coup, moi, ça ouvre une autre question que tu as évoquée rapidement, c'est aussi la connaissance des gens et leur Ouais, compréhension de où est-ce qu'ils mettent leurs billes. Moi, je ne comprends exact. pas aujourd'hui, pour moi, et je vais faire une parenthèse d'ailleurs sur ce truc des influenceurs qui chilaient des trucs autour de produits financiers. Évidemment, ils sont à 95%, 99% responsables de ça. C'est des mauvaises personnes. Ils vous incitent à faire des trucs de merde. Mais quand le mec t'explique que le gars qui a perdu 30 000 balles en écoutant ses conseils, bah, il est aussi bête d'avoir mis 30 000 balles, bah, j'ai envie d'être un petit peu d'accord avec ce gars. Tu as 30 000 euros à mettre, tu le mets parce qu'un influenceur t'a dit de le mettre. Bah, j'ai envie de te dire, la sélection est naturelle, tu vois, d'une certaine manière. Ça me fait de la peine pour lui, mais la sélection est naturelle. Mais là, c'est la même chose. Les gars qui ont perdu de l'argent aujourd'hui sur, sur ce protocole parce qu'il y a eu des liquidations, etc., ils se sont fait liquider, machin. Ok, très bien, mais les gars, est-ce que vous saviez sur quoi vous mettiez votre argent? Est-ce que vous avez regardé Non. avant en disant, ok, bon, là, si je prends mon EZETH, qu'est-ce que c'est cet EZETH? Où est-ce qu'il a été placé? Quand je vais le mettre sur Pendle avec un truc qui m'écrit x20, 65% de rendement, c'est quoi qui justifie ce rendement? Mais les mecs, ils en ont rien à foutre, ils vont chercher leur rendement. Très bien pour eux, tu vois, je Exactement. comprends. Mais ne venez pas pleurer derrière quand vous perdez de l'argent parce que justement, la contrepartie de ce rendement, elle a été exécutée, à savoir l'énorme risque. Bah, voilà, c'est comme ça. En fait, il y a un manque de compréhension des gens dans quoi ils mettent leur billes parce que soi-disant les cryptos, c'est un Far West, on peut faire des rendements de fou et ainsi de suite, tout se passe très bien, jusqu'au moment où tout se passe plus très bien. Et derrière, on se dit, oh bah non, c'est la faute des protocoles. Bah non, c'est la faute aussi de toi qui n'as pas compris dans quoi tu mettais tes billes. Donc voilà, moi, là, sur ça aussi, j'invite les gens qui nous écoutent et je pense que de toute façon, s'ils nous écoutent et que notamment ils écoutent ce que tu fais, qui est très orienté Fonda, je pense que c'est des gens qui ont une appétence à essayer de vouloir comprendre comment fonctionne la Fonda. Donc je pense que dans le chat, c'est majoritairement, à mon avis, des gens qui réfléchissent un petit peu et évitent de tomber dans ce genre de truc-là, je pense. En tout cas, essayent de le faire et ont la volonté d'éviter. Donc tant mieux et j'espère qu'ils y arriveront. Mais je pense qu'il y a plein de gens qui malheureusement ne le font pas et c'est surtout ça, voilà, moi c'est surtout ça que je veux mettre en avant. Il y a des débats parallèles dans le chat Ouais, de fous malades. Moi, je clairement. voulais juste dire que je suis d'accord avec toi, Wanda, sur deux trucs. La première chose, c'est que oui, il y a des gens qui ne sont pas capables d'être autonomes, mais en fait, ça dépend des sujets.
Et je pense que quand tu commences dans la vie, t'es pas omniscient en mathématiques, tu as un prof qui t'explique les mathématiques. Quand tu vas dans une salle de sport, tu sais pas te servir des machines, tu es content qu'on t'explique les machines, etc., etc. Ça s'applique à tout. Nous, aujourd'hui, avec Lilian, c'est notre métier, donc évidemment que c'est beaucoup plus simple de parler parce qu'on a beaucoup de temps et puis on a de la bouteille sur le quoi se reposer. Donc, il est obligatoire de faire preuve de pédagogie. Et la pédagogie, en fait, elle est là. Je veux dire, tous les sites ont des FAQ gigantesques. Ils font des threads Twitter. Il y a des vidéos, etc. Mais c'est juste que les gens s'en branlent, en fait. Les gens s'en branlent. C'est ça la finalité. C'est que les gens veulent faire du fric. Et que aujourd'hui, leur TL, elle met en évidence le fait de faire du fric. Donc les gens, ils ont envie de balancer leur fric et en gagner. Mais bon, on est tous passés par là, on s'est tous bouffé un baptême du feu avant. Moi, j'ai déjà subi des piratages d'exchange, des trucs de merde comme ça. Ça fait partie aussi du jeu. Donc là-dessus, j'ai pas trop de leçons à donner. Mais Moi, c'est je voulais important répondre de à un lire. gars qui dit ouais, bof, si le gars derrière le protocole implémente les fonctions pour justement empêcher ce style de manip, les gens pourraient ne pas se faire avoir. Mais justement, en fait, c'est ça, c'est intéressant comme remarque. Et tu sais, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. On revient au début du débat, à savoir, alors, premièrement, en fait, les gars, ils implémentent des fonctionnalités qui sont, entre guillemets, détournées par d'autres pour faire ça. C'est la question de est-ce que le responsable, c'est celui qui implémente les fonctionnalités, celui qui les utilise ou celui qui fait en sorte que ces fonctionnalités-là, elles entraînent une catastrophe. Tu vois, qui a la responsabilité? Et deuxièmement, ce qui s'est passé hier avec ce protocole, c'est ce que j'expliquais au tout début de mon explication, c'est que, en fait, ces gars-là se sont dit, Renzo, ils se sont dit, ok, on est ultra en retard vis-à-vis des terfailles, comment est-ce qu'on fait pour les rattraper? Un, on bloque les capitaux en empêchant les retraits. Deux, on va proposer un truc que Etherfi ne propose pas, c'est des boucles qui vont te permettre de générer encore plus de rendement, donc d'attirer des gens en disant, ok, j'ai le choix entre un truc qui me propose 5% et un truc qui me propose 35% si je vais aller faire 36 boucles là-bas. Et donc les gens, ils vont aller vers ça. Et donc en fait, finalement, c'est eux qui l'ont implémenté d'une certaine manière aussi, tu vois, en autorisant ça. Mais encore une fois, ils peuvent le faire, il n'y a pas de souci. Je veux dire, Pendle, c'est un protocole. Moi, je suis ultra bullish sur Pendle, pas sur le token, encore une fois, ne détournez pas ce que je veux dire, mais je suis ultra bullish sur Pendle parce que ce qu'ils font, c'est une dinguerie. Notamment dans le domaine des RWA, ils développent un algo qui est fou pour les time decaying tokens, donc les tokens qui ont tendance à perdre de la valeur dans le temps, les bonds ou évidemment les RWA tokens. Donc ils font des trucs de fou, c'est trop bien. Et ils proposent ce genre de pool, tant mieux, tu vois, c'est utile, il faut que ça existe. Enfin, en tout cas, c'est bien que ça existe, mais c'est bien que ça existe tant qu'il n'y a pas des conneries qui se passent. Et malheureusement, parfois, il se passe des conneries, et ben voilà. Mais je veux dire, quand moi, je vais mettre mes fonds, et je ne l'ai jamais fait parce que je sais ce que ça représente, je ne vais pas mettre mes ETH dans un truc à 63%. En tout cas, je ne vais pas mettre tout ce que j'ai. Je peux peut-être mettre un tout petit peu, mais je ne vais pas mettre tout ce que j'ai. Pourquoi? Parce que je sais que s'il y a 63% de rendement, c'est que derrière, il y a aussi le risque associé. Tu ne peux pas faire 63% de rendement sur un truc qui est ultra stable. Bah non, voilà. Il y a Mais des risques. là, en l'occurrence, tu vois, tu peux quand même avoir du rendement sur un Etherfi qui propose moins de risques. Les risques sont là, mais il y a moins de risques. Et en fait, voilà, c'est votre tolérance au risque. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, en fait, c'est là, on vous dit un 63%, c'est quoi? C'est à l'année, jusqu'à 63% à l'année. Donc, il y a 12 mois dans une année, ça fait à peu près 5% par mois. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des gens sur cette planète, je vais parler pour un ami sans le citer, qui pèsent des millions et qui se disent, donc là, en fait, si je pose 100 000 balles en Ether et que je prends 60% à l'année, donc je prends 5% sur le mois, il y a 5 cas qui tombent. Risque, perdre une partie ou la totalité de mes 100 000 balles. Récompense, mon mois à me payer mon hôtel, ma bouffe, mes voyages, mon alcool, c'est fait. Tu vois. Et en fait, c'est comme ça que les gens réfléchissent. Et c'est pour ça que ces protocoles, ils marchent aussi bien en bull run. C'est qu'il y a des opportunités de faire tourner des stablecoins ou des Ethers avec des rendements de fou malade. Et plus votre size elle est big, et plus vous avez envie de jouer en fait. Et c'est pour ça que souvent, vous vous retrouvez justement, comme vous le voyez ici, avec des milliards bloqués dans des protocoles parce que tu as des gens qui arrivent grosses couilles et qui posent des millions. Parce qu'ils se disent, je peux récupérer quelques pourcents de ces millions et ma size, elle gonfle. Donc, voilà, c'est votre tolérance au risque. Je parle pas de Léo, non. Je parle pas de Picsou. C'est pas un gars du crypto game que vous connaissez. C'est un pote. IRL. Non, Léo, c'est encore pire. C'est encore plus gros que ça. Léo, lui, il scale en fait. Léo, il teste plein de trucs, tu vois. Il a plein de wallets, il est sur plein de protocoles, il met des petites billes partout. Comme ça, si jamais ça pète, ça pète un petit endroit.
Et comme souvent, ça pète de temps en temps, mais généralement, les airdrops payent plus que là où ça pète. En théorie, il est rentable. Je dis en théorie parce que j'ai pas le visu sur ses wallets, mais je pars du principe qu'il est de bonne foi et que ça a bien marché pour lui. Là, il y a quelqu'un qui disait: «C'est quoi la stratégie?» machin. Concrètement, avis sur le Eigenlayer. Eigenlayer, les gars, c'est comme n'importe quel projet, c'est un truc, une innovation technologique sur Ethereum qui, sur le papier, pour plein de raisons, est exceptionnel. C'est-à-dire, Ouais. ça apporte plein d'avantages. D'un point de vue technique, c'est fou. C'est voilà, moi, je suis ultra hypé par ce que veut construire et ce qu'est en train de construire Eigenlayer, OK? D'un point de vue technologique. Ça, c'est le premier point. Il y a des risques, il y a des machins, mais comme on est sur une innovation technologique, encore aujourd'hui, on tâtonne. On ne sait pas vraiment dans quelle direction ça va aller, on ne sait pas vraiment tout ce que ça peut engendrer comme risque et tout. Mais sur le papier, ça a plein d'avantages. Donc, intéressé par le risk-taking, bullish sur le risk-taking, sur ce que ça peut apporter si tout se passe bien. Deuxièmement, enfin, sur Eigenlayer et le risk-taking. Ensuite, le liquid risk-taking, c'est enfin voilà, c'est ajouter une petite couche de risque dessus, mais encore une fois, il faut différencier tous les protocoles de liquid risk-taking. Etherfi, pour moi, c'est l'option de la sécurité. Vous pouvez déposer, vous pouvez retirer, vous pouvez le mettre sur Pendle et générer un peu plus, mais voilà, vous pouvez simplement détenir du liquid risk-taking token de chez Etherfi, comme vous pouvez aller le mettre chez Pendle. Mm. En fait, ça Mm. dépend de votre stratégie. Et après, évidemment, voilà, plus vous allez essayer d'aller chercher des couches supplémentaires, faire des loops supplémentaires, plus vous exposez à des risques. Il y a 3 jours, si on avait fait ce live ensemble, vous auriez été beaucoup moins nombreux à être effrayés, entre guillemets, par ça, parce qu'il n'y aurait pas l'antécédent qui est celui qu'il y a eu avec Renzo. Renzo. Euh, bah, Là, ça va être un antécédent qui va permettre, j'imagine, à tous les protocoles de progresser dans une bonne direction aussi. Et donc, voilà, pour moi, c'est aussi le début d'une amélioration pour tout le reste vers la bonne direction, dans plus de sécurité et tout. Si tu veux t'exposer au risk-taking, voilà, tu te poses la question aussi de ton niveau, toi, d'appétence au risque. Si tu as un bon, enfin voilà, selon ton niveau d'appétence au risque, tu optes pour une option qui est plus ou moins safe. Je crois qu'aujourd'hui, si je dis pas de conneries, parce que ça change souvent, mais normalement, le risk-taking est redisponible en natif sur Eigenlayer. Si tu n'as pas envie de t'emmerder, tu vas déposer directement en natif sur Eigenlayer. Si tu n'as pas envie d'aller sur Eigenlayer directement, mais que tu veux utiliser un autre protocole, par exemple pour farmer, je sais pas, l'airdrop d'Eigenlayer et l'airdrop potentiel de, j'en sais rien, je te dis une connerie, Etherface, ça a déjà eu lieu, donc Kelp, par exemple, tu vas aller te mettre sur Kelp, mais tu vas pas le replacer derrière sur Pendle, tu le gardes dans ton wallet. Et puis si tu es un peu dégène, tu vas dire, ok, bon, allez, je vais le mettre sur Pendle. Et voilà, ça dépend de tout le monde, tu vois. On peut rien conseiller de particulier pour chacun d'entre vous, quoi. Est-ce qu'on passerait pas sur Bitcoin et Rune rapidement? J'ai quelques infos à leur donner et Yes, je pense qu'on sera yes. pas mal parce que ouais, on avait dit 30 minutes sur Egan, on a fait plus que ça, mais c'est hyper intéressant Ouais, c'était parce que je me intéressant, rends ça va compte aller que les vite. gens ne captent rien à ce qui se passe, hein. On a beau en parler en plein d'émissions, les gens ne captent pas le fait qu'on propose la sécurité d'Ether sur d'autres systèmes et ça peut profiter à Ether comme ça peut profiter à d'autres systèmes, hein, tout simplement. Je pense qu'en vrai, tout ce qu'on s'est dit, si tu coupes bien entre le moment où on a un peu digressé, on a quand même relativement bien expliqué aux gens l'avantage du risk-taking pour Ethereum, pour tout, etc. Enfin, je pense qu'on a quand même fait un bon tour, hein. Ouais, 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 ouais. Donc si jamais vous avez aussi, sur ce site-là, Know Your AVS, vous avez une explication de chacun des AVS disponibles, de ce qu'ils font et très souvent, c'est lié à Ethereum, hein, qu'on se le dise, hein. On aura un oracle natif basé sur la sécurité économique d'Ethereum, donc concurrent de Pyth et Chainlink. On aura avec Altlayer la possibilité d'émettre, des roll-ups customisables, donc continuer de cette narrative modulaire, Ethereum. On a Brevis, donc là, ça va plutôt pour les applications DeFi, ça va être capable de rajouter de la complexité dans les applications sans que ça coûte, des frais de gaz, mirobolants. Donc ça va être plutôt cool. Witness Chain, c'est un truc d'épine, ça j'ai moins bien compris de quoi il s'agissait, donc je vais pas faire semblant de dire que je sais. Lagrange, là, c'est pour améliorer le game des IK, etc. Bref, au fur et à mesure du temps, on va avoir des applications qui vont profiter de la sécurité économique d'Ethereum. Et au lieu d'avoir des jetons à la con, pour gérer la sécurité, ça va se passer sur Ether. Tout Et ça, je le juste, résume dans ce document. avant qu'on change de sujet, je voulais juste dire 2 mots avant de préparer ce live et pour préparer aussi des contenus que je vais faire sur, Cryptost après. En gros, on a un rédacteur qui s'appelle, Mathis,
Et ce gars nous a pondu un truc. Enfin, c'est lui qui m'a aidé en gros notamment à éclaircir un peu ce qui s'est passé. Et surtout, en fait, et là je termine de chill Cryptos parce que je sais que voilà, Il n'y a aucun souci, non, mais vas-y, il n'y a voilà, aucun problème. tu l'as sous les Franchement. yeux. Globalement, tu as écrit 60 minutes de lecture sur cet article. Le gars a pondu un dossier immense, 35 pages, je crois, sur Word, donc 60 minutes de lecture sur Eigenlayer. Et concrètement, vraiment, je crois qu'il n'y a pas plus complet dans toute Dans le langue confondue, CTFR. français comme ailleurs, Ouais, c'est possible. sur ce que c'est qu'Eigenlayer. Mais le gars, il a passé des mois à le faire, je tiens à le dire. Donc voilà, si vous êtes dans le chat, n'hésitez pas à aller regarder, jeter au moins un petit coup d'œil. Je pense que concrètement, vraiment, même moi, je ne l'ai pas lu en entier tellement le truc est long. Je l'ai pas lu en entier encore non plus. Mais c'est voilà, je chillerai pas un article entre guillemets basique de Cryptost comme ça ici sur ce live. J'en ai Et là, déjà c'est pas un parlé article sur basique. nos émissions. Si jamais, c'est que j'ai pas encore pris le temps de tout bouffer, Ouais. mais ça permet de désépaissir à mort. Et puis, si vous n'avez pas envie de bouffer 60 minutes, vous pouvez aussi vous intéresser uniquement à l'endroit qui vous intéresse ou mettre un petit coup d'IA par-dessus. Maintenant, j'aimerais qu'on parle de Bitcoin, parce que depuis quelques jours, on a eu ce halving Bitcoin. Et dans le même temps, on a eu du coup la sortie des runes. Il s'est passé pas mal de choses. Donc, souvenez-vous, on parlait des Runestone dans une émission masterclass. Runestone qui a un NFT sur Bitcoin qui avait été airdroppé aux gens qui ont manipulé à plusieurs reprises des ordinals sur Bitcoin. Donc, d'autres types de jetons sur Bitcoin. C'est toi qui m'as informé il y a à peu près une semaine et demie que j'étais éligible à ça, d'ailleurs. Ouais, et tu l'es? Oui, j'en ai récupéré un. Magnifique. Mais c'est toi qui me l'as rappelé, je l'aurais jamais su sinon. T'es bien. Donc, en gros, ce qui s'est passé, c'est pour les gens qui ont fait, je crois, 3 transactions ordinales ou plus, ils étaient éligibles et on leur a airdroppé sur leur wallet Bitcoin des Runestone. Il y a un total de un peu plus de... Je sais plus combien il y en a, beaucoup. Beaucoup de NFT, ouais, 112 000 NFT qui ont été airdrop, chacun avec pas mal de valeur. Donc là, la valeur, elle a bien chuté. À un moment donné, on était quasiment à 0,1 Bitcoin, donc on était quasiment à 7 000 $ airdroppés. Là, actuellement, on est à 3 fois moins. Mais pourquoi on est à 3 fois moins? Parce que justement, un des personnages derrière Runestone, Leonidas, a expliqué aux gens que si vous êtes token holder de Runestone, on va vous airdrop des jetons Memecoin. Il y en aura 3. Et le premier est déjà sorti aujourd'hui, donc le 24 avril, si vous nous écoutez en rediffusion, depuis quelques jours du coup. Il s'appelle le Dog. Et donc, j'ai fait mon petit calcul tout à l'heure. Voilà, pour les intéresser, parce que là, on va faire un petit peu de mathématiques. Pour chaque Runestone possédé, vous aviez quasiment 890 000 jetons Dog qui allaient être airdroppés. Donc, si jamais tu n'as pas vendu ton Runestone, ami Lydian, tu as des Dogs. Yes. Et ces Dogs, ils ont une valeur. Elle n'est pas simple à traquer, mais je vais vous aider. Donc, ils ont une valeur en Satoshi. On peut le voir sur Magic Eden. Le prix depuis le lancement a un petit peu augmenté. Donc, vous prenez le prix qui est de 5 Satoshi multiplié par le nombre de dogs. Alors, je vais y aller à la louche. 5 fois 900 000 à peu près. Ça nous fait tant. Ensuite, comme c'est des Satoshi, on va devoir convertir le nombre de Satoshi en Bitcoin. Alors, tu fais Satoshi to BTC. Tu prends un convertisseur comme celui-là et tu déposes. 100 millions quand même. Ouais, mais flemme. Et du coup, tu vois que tu as l'équivalent de 0,045 Bitcoin. Et donc ensuite, tu n'as plus qu'à prendre 0,045 fois 60 000, à peu près, encore une fois, le prix actuel du Bitcoin. Tu es quasiment à 2 700 $ de jetons qui ont été airdroppés. Voilà. Donc, comment surveiller le prix? Tu peux aller sur Unisat, tout à fait. Il faut regarder ça avec attention. Alors, je découvre pour les runes. J'ai pas vu où ça se passait pour les runes. Si je tape. Je crois que je suis pas sûr encore que Uniswap ce soit. Bon, non. Je vais aller sur ce que je sais moi. Magic Eden, ils l'ont mis ou pas? Je crois que Magic Eden, ils l'ont mis, si je dis pas de conneries. L'historique de prix, il n'y a pas vraiment, mais si tu vas, je crois, sur. Merde. Je l'ai noté tout à l'heure. Non, prix des runes. Voilà, ici, Unisat. Dog to the Moon. Voilà, c'est ça que je voulais. Bon, tu sais que ces dernières 24 heures, il a pris 57%. Okay. Et après, pour ce qui est de la chart, c'est un peu le bordel, mais moi j'ai un collègue qui utilise un produit payant. Dessus, parce que normalement, Unisat, ils le font avec des charts en nuage de points, c'est assez marrant. Attends, je vais où? Là Ouais, vas-y, par exemple. Ouais. Attends, remonte. Ah, il est pas. Les ordres. Non, il n'y a pas. Hein.
Ah, il est Il est pas. pas, Parce que normalement, c'est le bouton, il est juste à côté de All Events. Je crois que tu as un petit pas chart. encore Mais... dispo. Mais si jamais, je suis pas payé pour vous le montrer. Mais tu as un truc qui est payant. OKX. J'ai un collègue, non, 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 j'ai un collègue qui m'a filé un compte tout à l'heure. Alors, je me connecte et je vous montre ça. Vous avez l'URL du coup. Je vous donnerai que l'URL. Donc, je me suis connecté au compte du collègue. Ça s'appelle btc.frl où tu peux tout traquer. On me dit sur OKEx qu'il y a un graphe. Voilà. Tu Ouais. choisis la typologie de jeton ici, rune. Tu choisis le jeton. Donc, nous, c'est Dog to the Moon. Et tu as la charte. Ah, génial, putain. Ok, marrant. Donc, lui, il a envoyé 50 balles pour avoir un mois parce que justement, il traite ses cochonneries. Mais on va aller voir sur OKEx du coup, puisqu'on me dit que sur OKEx, il y a OKX, rune, dog. Fais voir. Dog to the Mais, Moon, rune. mais parce qu'en fait, juste, je sais pas dans le chat si les gens sont. C'est une question que je vous pose, si vous savez exactement ce que c'est que C'est moins Rune. précis. Ouais, qu'est-ce que c'est que Rune? C'est un nouveau standard de jeton qui est une version améliorée des ordinals en soi. Donc, Ah, c'est un standard de jeton sur Bitcoin. Tu oui et le non. définirais comment, toi? Non, en fait, la petite histoire, je la trouve assez belle. L'histoire, c'est que Kazeiro d'Armor, du coup, celui qui a créé Ordinals, qu'est-ce qu'il a créé avec Ordinals? Il a créé une manière d'annoter tous les Satoshi, ok? Et une manière d'inscrire des données dans la blockchain Bitcoin. Et à partir de là, il s'est dit, ok, go, j'ai créé ça, et il va se passer ce qui va se passer. Et il y a un mec qui est arrivé derrière et qui a dit, en fait, si je peux prendre des trucs et les mettre dans la blockchain Bitcoin, je peux prendre des bouts de code et les mettre dans la blockchain Bitcoin. Et donc, il a créé les BRC20. Et les BRC20, c'est quoi? C'est juste 4 fonctions. Ok. Alors, les fonctions, c'est quoi? Ça va être mint, transfert Enfin, non, il y a même 3 fonctions. BRC20, c'est aussi basique que 3 fonctions. Mint, transfert et. Bon, je me souviens plus. Mais en gros, si vous voulez, les BRC20, c'est un standard de création de token qui est mais d'un niveau de basicité qui est assez fou. Et Casero d'Amor, quand les BRC20 sont sortis, il s'est un peu plaint en disant bah, en fait, vous avez un peu détourné ce que je voulais faire d'Ordinals pour créer un truc qui est quand même globalement un peu merdique. BRC20, je ne sais pas si vous les avez déjà testés, mais c'est quand même un peu un enfer à utiliser pour créer des Ouais, tokens. C'est c'est pas la du tout merde. optimisé. Et lui, il s'est dit bah moi, je travaillais déjà là-dessus et je vais pousser un truc qui s'appelle Runes et qui va en fait vous permettre justement de créer des tokens. À l'inverse des Ordinals qui vous permettent d'inscrire et de créer des tokens non fongibles, entre gros guillemets, là, vous allez pouvoir créer des tokens fongibles, donc l'équivalent des BRC20, mais c'est totalement différent. C'est-à-dire qu'il y a vraiment énormément de différences. C'est beaucoup plus développé, il y a plus de lignes de code, il y a plus de fonctionnalités, et en même temps, c'est beaucoup plus compact. Ça occupe beaucoup moins d'espace dans la blockchain Bitcoin que ne l'occupaient les Ordinals. C'est aussi un truc qui est extensible, c'est-à-dire que vous pouvez le mettre à jour, là où Ordinal, c'est. Enfin, les BRC20, pardon, c'est voilà, c'est bloqué. Une fois que c'est fait, point barre. Et bref, c'est compatible avec Lightning, si je dis pas de conneries. C'est beaucoup plus développé, en fait. C'est un truc qui a été développé justement pour ça. Donc voilà, c'est ça que je voulais préciser. Et d'ailleurs, juste aussi, autre truc, ce que vous pouvez inscrire comme token sur BRC20, c'est 4 lettres. Là, vous pouvez aller jusqu'à des phrases de 28 caractères. Donc, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Donc, voilà, c'est pas vraiment un autre standard de token. C'est plus que ça. C'est un protocole qui permet de créer des tokens qui va avec son standard, qui va avec tout le reste. Et je vois sur Luminex qu'on a du coup des outils pour Mint. Bah, en fait, comme avec Unisat. En fait, Unisat, là, si on y va en 2 minutes, on peut créer notre propre token et puis basta. Avec Unisat, tu pouvais le faire avec les BRC20 normalement. BRC20, tu vas dans Voilà, BRC20 là et voilà, tu inscribe. peux deploy. Voilà, tu as Ouais. deploy, mint et transfert. Tu avais 3 fonctions. J'avais oublié, c'était deploy la première, évidemment, pour déployer ton token. Donc voilà. Donc il y a aussi un peu ce truc de, je pense qu'Azero d'Armor avait construit un banger avec Ordinals, mais il n'a jamais gagné de l'argent dessus. Et le mec a créé Ordi, donc le premier token BRC20 sur Ordinals, c'est pas Kazairo d'Armor et c'est même pas le fondateur des BRC20. C'est un lambda. Et le gars, il est quand même passé de 0, enfin littéralement 0 au sens propre du terme, hein, il y avait 0 € au départ, à un truc qui a atteint une capitalisation de 2 Quasiment milliards un de milliard. dollars, quasiment 1,5 Mm. milliard Mm. à l'époque. Donc c'est. Et Rodamor, je pense qu'il a dû se dire, moi je peux faire un truc un peu similaire. Et ensuite, pour expliquer à ceux qui se demandaient pourquoi est-ce qu'il y a eu autant de. Ce qui s'est passé en fait au jour du halving, c'est que le gars, Casero d'Armor, a dit moi je vais lancer ça au bloc 840 000, donc qui est le bloc du Du halving. quatrième halving, celui qui a eu lieu il y a quelques jours. Et là où Ordinals, ça a été
au tout départ, tous les premiers mints qu'il y a eu, les premières inscriptions qu'il y a eu sur Ordinals, les sub 1K qu'on appelle, donc de 0 à 1000, les 1000 premières inscriptions, aujourd'hui, elles ont juste de la valeur parce que c'est les premières. Tout comme même les 10 000 premières, elles ont de la valeur parce que c'est des 10 000 premières. Le Ordi, il a de la valeur parce que c'est le premier. Il y a plein de gens qui ont voulu mint les premières runes, qui ont voulu inscrire les premières runes. Et c'est pour ça qu'il y a eu tellement d'activités que sur certains blocs, on a atteint, et c'est quand même assez fou, des frais, des récompenses pour les mineurs qui ont été, je crois que c'est 29,5, le maximum 29,5 bitcoins. C'est-à-dire que sur un bloc, les mineurs, ils ont gagné plus qu'en 2012, un mineur On a qui dit que minait c'était en bloc poste 840 première 000. année. C'est ça, hein? De quoi? C'était bloc 840 000. 840 000, ouais. Ouais. Et je crois que c'est le 840 000 numéro 840 005, si tu veux. Je crois que c'est lui. Si tu regardes le 840 005, c'est lui qui a eu une récompense de 29. Il en peut plus, ce site de merde là. C'est trop, frère. Je suis sur un des blocs Explorer les plus connus qui existent. Il est au bout de sa vie. Oh. J'ai la fibre optique, hein, les gars. Hein. Attends, je regarde un truc. Putain, j'ai fait un gros zoom là. Les gens ils vont voir ma grosse tête en zoom juste pour pouvoir voir ton écran. Mais je voulais voir les récompenses, je sais pas exactement. Bah, mais bref, moi, ce que je trouve dingue, c'est juste pendant que tu cherches que, on le sait, voilà, les récompenses des mineurs de Bitcoin, c'est à la fois la récompense native qui divise par 2 tous les 4 ans et la récompense des frais. Et là, les frais ont été tellement forts que cette récompense, elle a atteint 30 Bitcoins. Je suis allé sur Mempool. Hein. Taille, poids, frais. Donc, impressionnant. Frais payés. Ah ouais, le premier c'était 37. Ok, je savais même pas. J'avais 37 BTC. Ouais. Ça. Ah ouais. 37 BTC. Ouais. Wow. Subvention plus frais, 40 du coup. Vous vous rendez compte? 40, c'est quasiment. Ok, allez, à 10 bitcoins près. Il y a à 10 37. bitcoins près, c'est ce que 16, vous gagnez en minant un bloc en 2009. À la différence, c'est hyper bien foutu. Ça vous coûtait moins d'électricité aussi. Mais ouais, la folie, de ce truc quand même. Parce qu'en gros, ça veut dire que vous minez 3 bitcoins, les nouveaux bitcoins de l'inflation, et le reste, c'est que des frais, donc 37, donc c'est énorme. Donc, bloc d'après, rien de ouf, mais bloc suivant, après, tu vois, on a quand même 7 BTC, 16, c'est le 5, je te dis. 24, 29, 23, c'est quand même violent. Hein. Voilà, et d'ailleurs, j'ai pas regardé qui est-ce qui a miné le premier bloc, je sais pas si tu peux me dire. Via BTC, le bloc du halving. Je crois que c'est via BTC. Parce que, petite parenthèse, pour juste revenir sur Ordinals, dans la cartographie des inscriptions Ordinals et de la numérotation des Satoshi, ce gars-là, ce mineur, vient de mettre la main sur un Satoshi qui est ultra rare. Ouais. Globalement, dans l'idée des inscriptions Ordinals, c'est de numéroter les Satoshi et de leur donner un niveau de rareté en fonction de où est-ce qu'ils sont. Et le premier Satoshi miné après un halving, il n'y en a que 4 dans l'histoire. C'est le 4e. Et donc, il aura une valeur au moins juste historique, peut-être pas une valeur pécuniaire, mais il aura une valeur aux yeux des gens qui est énorme. Et pour avoir investi dans plusieurs plateformes de trading, notamment via BTC. Donc, c'est une plateforme de trading. Et ouais, je savais que Roger Ver était lié à eux. Ok, stylé. Plateforme fermée. Et toujours en activité, propose des services de crédit. Et quel est son lien avec le mineur de Bitcoin Global via BTC Cryptocurrency Mining Pool sur Internet. Ils ont combien? Ils ont... Tac. Okay. 80 exahash secondes. What? Ah oui, mais non, d'accord. Je commençais à me dire... J'ai failli faire... J'achète son livre sur Roger, même s'il va continuer de nous expliquer que Blockstream, ils ont piraté Bitcoin et que le vrai Bitcoin, c'est Bitcoin Cash. J'aimerais bien avoir son point de vue quand même. Je sais pas si tu as vu. Il a sorti un livre. Ah ouais? Ouais. Pour vous situer le contexte, Roger Ver, c'est un des premiers gros investisseurs de Bitcoin. Ouais. Il est à l'origine de Bitcoin Cash. Il était là vraiment en mode OG. Il est en guerre constante avec Blockstream, qui est une boîte qui a beaucoup poussé Lightning Network, qui a beaucoup poussé Segwit et qui est spécialisée aussi dans le développement de produits sur Bitcoin, produits qui sont souvent d'ailleurs des produits centralisés. Hein, dans ce cas, si c'est ça, c'est donc probablement un mec qui est anti-Ordinals et anti très certainement Rune. Non, Roger, non. Roger, globalement, si c'est un mec qui est anti-Segwit, c'est grâce à Segwit qu'existe Ordinals. Hein. Ouais. Après, bon, tu sais, il peut changer d'avis. Après, c'est un mineur. Et globalement, je sais que les mineurs comme
plus comment il s'appelait, là, celui qui avait tapé sur Ordinals à l'époque, il a un nom qui est imprononçable. Luc Dasher. Enfin, je sais pas si c'est comme ça qu'on le prononce, mais Luc Dasher, qui est. Lui tapait sur Ordinals parce que soi-disant ça dénaturait Bitcoin, qui est lui aussi un mineur. Quand tu vas en Chine, t'inquiète pas qu'ils n'ont rien à faire de dénaturer Bitcoin. Eux, ils voient l'intérêt et ils l'ont vu, là, ça s'est vérifié, ça crée une telle activité que ça crée des frais assez exorbitants et eux, ils sont tout à fait gagnants. Donc, c'est pas pour rien que les Chinois, alors là, sans certitude parfaite sur ce que je vais dire, mais il y a des théories, enfin, on va pas appeler ça des théories, il y a quand même quelques éléments qui vont dans ce sens-là. Il y a des théories qui disent que les mineurs chinois ont financé le développement de Runestone, ont financé le développement de certains protocoles C'est sur possible, ça. Ordinals. Bien sûr, parce que Ça, c'est les premiers qui ont un probable, ouais. intérêt. Bitmain et compagnie, oui, ça me semble cohérent, honnêtement. Surtout que OKEx, c'est chinois, hein. Bien, ouais. C'est chinois, OKEx, c'est sûr. Ouais. Ils sont quand même sponsors de plein d'événements sportifs et tout. Alors, de base, c'est Hong Kong, mais ça a bougé à Malte. Hong Kong, Chine, même combat. Hein. Ouais. Mais oui, il me semble que c'est full chinois, hein, OKEx, historiquement. Et puis, c'était le marché chinois qui allait trader là-bas. C'est que ça a été la guerre. Hein. Attends, on va demander à Grok. J'aime bien Grok. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est concurrent de ChatGPT. Il y a le modèle Llama 3 maintenant qui est dispo, proposé par Facebook, et il est vraiment violent, le modèle Llama 3. Tu es en train de me dire un truc, je kiffe le logo de OKEx, ok? Ouais. Je sais pas ce que tu en penses. Personnellement, je le trouve joli. Voilà. Et au-delà de ça, mec, là, je viens de me rappeler un truc. Le temps que tu cherches tes trucs, j'étais dans l'avion pour rentrer de Dubaï et voilà, mon esprit divaguait dans des conneries. Et j'ai réalisé quelque chose, mec. Je sais pas si tu le sais, et à tout moment, je vais me faire humilier. Mais le logo de ZK Sync, en fait, c'est un Z. Ouais. Et voilà. tu t'avais pas fait gaffe? Non, jamais. Oh la gueule. Est-ce que tu savais que c'est comme le logo Carrefour, quoi. Ouais. Mais mec, pareil que le logo Carrefour, sauf que le logo Carrefour, maintenant tu le sais, parce que tout le monde l'a dit. Mais mec, le logo ZK Sync, moi je le trouve trop stylé. Je le trouvais trop stylé aussi parce que justement les flèches et tout. Moi je voyais deux flèches qui étaient un peu symétriques et qui allaient dans deux directions, tu vois. Ouais. Moi je le voyais comme des flèches. Et là, un moment, gros, j'ai pété un plomb. Je me suis réveillé de mon rêve dans l'avion et j'ai vu un Z. Ok. Oh la gueule que toi. Et vraiment, je te jure. Et je voulais t'en faire part parce que je me suis dit, est-ce que je suis le seul à m'en être rendu compte ou pas? À tout moment, je suis un génie, je m'en suis rendu compte. Pour ceux qui ne savent pas, Carrefour, c'est un C, ouais. C'est exactement la même chose. Et voilà. Donc du coup, mec, apparemment, tu étais déjà au courant, donc j'ai pas du tout fait un génie dans mon rêve. Mais ouais, tu vois, OKEx a été créé par un entrepreneur chinois, ils sont allés à Hong Kong, etc. Il faut savoir que Hong Kong, c'est un peu l'équivalent de Monaco pour la France, c'est la place financière, quoi, liée à la Chine. C'est un peu le hub d'innovation et le hub économique de la Chine. Pour la Chine, c'est une manière de juste garder la main sur les cryptos tout en gardant cette politique restrictive qu'ils avaient depuis des années et qui leur évite d'avouer, surtout maintenant. On a fait une connerie, en fait, c'était une erreur de vouloir tout interdire il y a 5 ans. Et donc officiellement, ils sont toujours anti-crypto, mais ils ont quand même Hong Kong, où globalement, dès qu'il se passe un truc à Hong Kong, ils sont là pour regarder ce qui se passe, pour gérer la régulation, pour négocier avec les boîtes qui veulent s'installer, et ainsi de suite. Et ils peuvent garder la main dessus, donc c'est un très très bon pari pour la Chine. C'est juste qu'il faut savoir, bon, mon ex-copine est chinoise, donc je connais un peu tout ce patatras. Il faut savoir que Xi Jinping, qui est président autoproclamé, président à vie, pour justifier aussi le fait qu'il est président à vie, il a plein de programmes, dont ce fameux programme neutralité carbone à horizon 2050. Donc, il va chasser tout ce qui fait mauvaise presse, tout ce qui est polluant, etc., etc. Et comme ils étaient réputés pour être vraiment the place to be pour le mining, ils ont essayé de dégager ça. Alors après, ce qui se dit, source, il y a quelques années, Sébastien Gouspillou, c'est que ça continue de miner en off, mais ils s'en vendent pas, tu vois, sur le circuit de la Chine. Bien sûr. Alors juste, mec, je vais faire une parenthèse, je vais prendre un screen, je vais le mettre sur Twitter. Remets-toi sur le logo ZK Sync, parce que je vois que dans ton chat, je suis pas le seul à jamais l'avoir vu. Donc remets-toi dessus, s'il te plaît. Je vais prendre un screen et je vais le mettre. Et je vais mettre aux gens débat sur Twitter, là. Parce que... Ouais, vas-y. Vous aimez en tout cas le format, les potes? On en refera, Lilian. En vrai, c'est trop bien en binôme comme ça. Ouais, de ouf. On parle chill. Ça fait longtemps qu'on voulait le faire. Avec Artem et compagnie, ça peut être vraiment pas mal. Ok, je vais le mettre sur Twitter, les gars. Ceux qui sont dans le chat, n'hésitez pas à les mettre en réponse. Gros débat sur le live de Capet.
Est-ce que vous voyez le Z? En tout cas, Léonidas, il nous casse bien les couilles avec son Dogecoin. Hein. Je sais pas si ça va prendre. Mais ce qui va être intéressant, ça va être tous les layers de Bitcoin qui vont sortir et qui vont lister cette DeFi alternative, on va dire, de jetons de merde sur leur protocole. Et on va voir si ça arrive à créer un petit peu de traction face à Ethereum et Solana. Nous verrons. En tout cas, je pense qu'on est pas mal sur un format de 2 heures. Je vous laisse encore une fois dans le chat et dans la description le petit lien EigenLayer, parce que ça va faire une belle rediffusion pour YouTube que je vais pas charcuter, parce qu'au final, même si on répète plein de choses, au moins, je pense que le fait de répéter, ça commence à rentrer dans la tête des gens. Et puis voilà, on est pas mal. En tout cas, Lilian, je laisserai aussi ton Twitter en description. Merci beaucoup d'avoir été là. On a improvisé un peu les sujets rapidement aujourd'hui parce qu'on va se faire live depuis longtemps, mais c'est des sujets qu'on maîtrise assez bien. Et puis la prochaine fois, je sais pas sur quoi on ira, mais il y a beaucoup de choses à dire, je pense. Alors, j'ai mis le petit tweet pour ceux qui veulent aller répondre sur mon Twitter. N'hésitez pas. N'hésitez pas à aller me donner votre avis. Non, mais ouais, du coup, en gros, par rapport au live, franchement, grand plaisir de le refaire. On en a déjà parlé ensemble. Moi, ça me fait plaisir de parler fonda avec toi. Je sais qu'on est tous les deux un peu je vais pas dire des amoureux de la fonda, mais en tout cas, on aime bien creuser les trucs et on aime bien avoir des discussions là-dessus. Donc, ça donne toujours des discussions intéressantes. J'espère, pour ceux qui étaient dans le live, que pour vous, c'était à la hauteur. Enfin, c'est-à-dire qu'on a peut-être pas assez pris le temps de répondre aux questions ou quoi que ce soit. J'espère qu'on a pu quand même être assez clair et ainsi de suite pour vous vis-à-vis de nos trucs. Mais ouais, trop cool. Franchement, mec, merci encore pour l'invite. Merci à tous les gens du chat d'avoir aussi été actifs et tout, d'avoir posé plein de questions. Ça nous a permis de driver et voilà quoi. Passez une bonne journée, une bonne soirée les potes. On se retrouve très vite pour d'autres formats Fonda. Ne perdez pas espoir. Je sais que Bitcoin est à 60 000. Vous vouliez déjà à 100 000, mais un Bitcoin à 100 000, ça se mérite. Et pour ça, il faut braver les flammes. Passez une bonne soirée tout le monde si vous nous écoutez le soir. Ciao tout le monde. Yes, ciao.